Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande et tu vas monter. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV comme sur TikTok là. Donc, on va commencer. S'il vous plaît, quand vous montez, essayez d'être bref, parlez normalement et retirez les écouteurs. On ne mentionne pas les noms des gens qui sont responsables des histoires là. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un t'a fait un truc, un gars ton quartier s'appelle Stéphane, s'il te plaît, emprunte-moi notre nom, dis Junior, comme ça là, raconte ton histoire et puis on va passer. On n'est pas obligé de connaître son nom. Si c'est passé dans un restaurant, le Safi ou dans un bar le Safi ou quoi, laisse tes noms. Dis dans un bar, il y a eu un truc comme ça. Dans un restaurant, il y a un truc. Pas besoin de donner le nom du restaurant. Ok? Donc on ne mentionne pas les noms des gens. Si l'histoire a eu lieu en 1960 ou 1900 combien là? Non. Ça va nous embrouiller. Dis juste que quand j'étais petit ou bien à l'époque, il y avait ceci, il y avait cela. Aussi simple que ça. Pas besoin de connaître les dates. On va se perdre dans les dates, surtout ça n'est même pas trop important. Voilà. On va commencer. Première personne, s'il vous plaît, envoyez du lourd. D'accord. D'accord. Et comme je disais la dernière fois, j'avais raconté l'histoire de ma sœur Blanche. Je vais encore raconter une histoire de Blanche. Comme je dis, on vit tout en France. Donc, une année, Blanche, elle est partie en vacances au pays. Donc, arrivée au pays, elle a une tante qui l'invite à manger. Comme elle ne veut pas y aller seule, elle y va avec sa sœur, par exemple, que je vais appeler Clarisse. Donc, Blanche et Clarisse vont. En ce moment-là, on ne priait pas. Maman, j'espère que l'histoire que tu racontes là, c'est pas l'histoire que tu m'as envoyée sur WhatsApp. Non, c'est pas la même, t'inquiète. D'accord. D'accord. Donc, Blanche et Clarisse vont à l'invitation de la tante. Comme on ne priait pas en ce moment, Blanche n'a pas prié avant de manger. Donc, la tante leur a servi à manger. Et puis, Blanche, quand elle ingurgite la viande, elle sent comme s'il y a un corps étranger qui descendait dans son gosier. Dans sa gorge plutôt. Et elle était un peu mal à l'aise, mais elle n'a pas osé dire à sa tante qu'elle était mal à l'aise. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que il y a la sœur aînée des Blanches, que je vais nommer Martine, qui vient, parce que quand elle était sortie, quand Blanche partait rendre visite à leur tante en question avec Clarisse. Donc, quand elle arrive à la maison, on lui dit que non, Blanche est partie à l'invitation de la tante. Donc, quand Martine vient, au lieu de rentrer chez la tante en question, elle s'arrête devant la cour et puis elle commence à menacer la tante. C'est que tu as donné à manger à ma petite sœur là. Si tu ne veux pas qu'on nous regarde là, fais-lui sortir ça de la bouche. Et la tante, au début, faisait comme si elle ne comprenait pas. Et Martine a commencé à, comme on dit chez nous, jafoul. Donc la tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la maison, elle prend de l'huile rouge, elle met dans une petite casserole avec un peu de... C'est que je viens de dire là, je sais que Blanche doit être dans le direct, parce que je lui ai envoyé le lien du direct. Donc, elle prend l'huile rouge avec peut-être une autre mixture, qu'elle donne à Blanche à boire, et puis Blanche finit de boire. En tout cas, Blanche, si tu vois le direct, c'est pas moi qui raconte, c'est Tata là qui raconte, pardon. Donc, elle donne à Blanche, et puis Blanche boit. Et elle rentre à la maison. Le lendemain, ça veut dire qu'elle dort, mais le lendemain, quand elle se réveille, personne ne la reconnaît tellement elle a vieilli. Ça dit que, en fait, ce qui s'est passé, comme je l'avais dit dans la première histoire, il y a des gens sur lesquels Dieu a mis sa main. On ne les vole pas spirituellement, on ne les initie pas. Parce que toute personne qui vit sur cette terre, où il y a l'esprit humain de la sorcellerie, on est tous, à un moment ou à un autre, on est tous passés par la tentative d'initiation de la part d'un proche. Mais il faut savoir que Dieu permet que certaines choses arrivent. Dieu ne permet pas à certains que certaines choses leur arrivent parce qu'il a sa main sur eux. Parce que c'est la chasse gardée de Dieu. Tu vois? Et il y a des gens, tellement ils sont mauvais aussi. Si on les initie, mais ça sera l'hécatombe. Donc Dieu ne permet pas que ces gens-là soient vraiment initiés. Maintenant, il y a des gens,
qui, par leur disposition de cœur, sont initiés et qui font des dégâts. Comme j'aime à le rappeler, moi, je suis un peu dans les histoires, je me renseigne un peu sur les histoires des sorcelleries. Au jour d'aujourd'hui, la femme la plus prolixe en matière de sorcellerie a tué 14 000 personnes. Je te parle de chez moi au pays. 14 000 personnes. Donc, je dis et je le répète, quand on se réveille le matin, on doit prier, se confier à Dieu. Même si on doit toucher la propre nourriture dans notre propre maison, là, c'est-à-dire le sac de riz qu'on a acheté avec notre propre argent, avant de manger, on doit prier dessus. Parce que nul n'est à l'abri. Voilà. C'était ma petite histoire du soir, enfin mes 2 petites histoires de ce soir. C'est ma première fois de monter en direct, hein. Je ne savais pas trop comment faire. Donc voilà, merci beaucoup DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Donc on peut faire Les décembre histoires. aussi. Allô? Mon partenaire. Ah, voici moi, notre partenaire, voici moi ici, là. Bonsoir tout le monde dans le live. Bonsoir, vous m'avez manqué, la famille. Il dit que Ah, les gens dans les commentaires vont me tuer de rire. J'arrive jusqu'à mes que je me fais mal. Alors, bon, je vais vous raconter une histoire. Et après, je vais vous laisser parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue un peu soutenir mon frère ici, là. Donc, les gars, tapotez. En fait- En tout cas, vous faites déjà le bon travail. Merci beaucoup. Bon. Ah, maman, ça fait longtemps. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue dans le Mbaminubu. Oui, c'est Mbaminubu. Les gens qui sont Bafia, les Mandé, Bukito là, vous allez vous reconnaître. Donc, placez-vous bien si vous avez les couvertures tirées parce que là, ça va faire un peu bizarre. Alors, l'histoire se déroule pendant les grandes vacances. Vous savez, au Cameroun, quand il y a les vacances de Noël, de grandes vacances, là, les parents disent que, allez, avant même que les bulletins ne sortent, on t'envoie déjà au village. Dès que tu as fait les compositions, allez, attends. C'est comme ça que la matin, comme elle était remariée, je quitte moi au village pour aller encore dans un autre village. Moi, voici Kounya, je quitte la lake et j'arrive à Yaoundé, je prends un amigo au voyage. Arrivé à Migo, on avait les cousines qui nous attendaient, non. Donc, on devait se rencontrer. C'était aux gens qu'on louait le bus pour partir une fois avec tous les petits-enfants. Nous voilà qui allons, on arrive en van. Il était peut-être déjà 15 heures comme ça, là, on prend Amigo voyage, direction Bafia. On arrive à Bafia, maintenant, on doit prendre encore la Toyota. À l'époque, c'était les Mitsubishi. On prend pour arriver à Bukito. Quand on arrive maintenant à Bukito, la voiture panne propre. On va faire comment pour arriver à Tobagne à pied? Il faut marcher. Et le village était au moins à 8 ou 10 km. Maman, c'est déjà la nuit. Oh. Vous êtes comme ça dans le village que tu connais même alors qui. Moi, je ne suis pas au village là-bas parce que ma mère allait en mariage là-bas. Nous voici ici là avec les lampes. C'était même pas les lampes torches, c'était les torches là. Tu sais, les torches qui mettaient les grosses piles d'avant là. Il y avait 2 de nos cousins qui avaient ça. On dit descendez, allez, tu prends ton sac banjok, tu poses sur la tête, vous marchez en file indienne. On est là, on marche. Nous voici en plein de prix. On a entré au village pour aller à pied parce que la voiture est gâtée. On ne peut pas dormir là. On ne connaît personne. Donc, le grand-père nous attend au village. On se met à marcher. On marche. Papa, pendant que vous marchez comme ça là, tu entends seulement dans les herbes là-bas. Vrou, 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 vrou. On dit marche seulement. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Marchez seulement. À un moment donné, on passe dans un endroit. On a comme l'impression qu'il y a le feu, que ça chauffe. Je reste comme ça, je dis, hey, pourquoi ça chauffe comme ça là? Un cousin derrière me dit que marche là-bas, ça chauffe quoi? Marche là-bas, tout comme ça avec des choses de sorcellerie là. Je me mets moi seulement à marcher, je marche, je dis que hey, maman. Comme on avait une soeur là qui s'appelait la femme, il y avait une autre là qui s'appelait aussi maman. Donc on avait les noms, les petits madame, maman, la femme, papi, les trucs comme ça là. Je dis papi. Je sens aussi la chaleur que je sens là. Papi me dit caca, qui est avec ton niveau dans le ventre. Il voit, boum, ça veut dire que la sorcellerie dans le ventre. C'est comme ça qu'il m'insulte. Il me dit, ah, pas là-bas, tu es tout comme ça. Je dis, les gars, l'endroit, cela me fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Quand j'avance maintenant, je dis à papi que papi, est-ce que toi, il me dit, gars, moi, je sens que ça, c'est mauvais. Marchons vite, quittons vite l'endroit-ci. On se met donc à marcher vite, non. Papi, comme lui, on l'écoutait plus parce que moi, on me disait tout que j'ai le niveau, mais on ne m'écoutait pas. Papi leur dit que les gars, l'endroit, ce n'est pas bon, marchons vite. On se met à marcher, on commence à couvrir un peu vite. Nous étions au moins 12 enfants. Hein. On marche. Arrivé, donc on avait marché déjà même 600 mètres comme ça là.
la chaleur est passée. Quand vous continuez maintenant à marcher, on entend derrière nous les pas. Donc, tu entends vraiment les pas comme si quelqu'un vous poursuivait. Sauf qui peut, papa. La course qu'on a commencé à prendre là, non. On a couru peut-être pendant 2 minutes. Brim, on a tamponné 2 villageois. Donc 2 gens du village de Tobaï, non. Comme ça, là, c'est comme s'ils sont sortis seulement de brousse. Ils sont venus devant nous. Les enfants, pourquoi vous marchez la nuit tout seul comme ça? Il y avait un des cousins, lui connaissait les gens du village. Il leur demande que vous êtes de quelle famille? Ils disent que nous venons de Tchécos, dans notre village qui est vers Tobaï, non, de l'autre côté. Et vous allez où? On lui dit qu'on va chez la famille Olemba. C'est comme ça que le père là nous dit que les deux là nous disent qu'ils vont nous accompagner. L'affaire c'est là, non. Moi je ne sens pas ça. On se met à marcher, on les suit. Ils sont devant, on est derrière. Papa, tu regardes les gens, non. Au début, il n'avait pas remarqué. C'est la femme qui me dit que Iyenga, parce que mon nom au pays c'est Iyenga et Yenga. Iyenga. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ombre, Tu sais que la nuit, quand tu marches, s'il y a la lune, non, normalement, tu vois l'ombre de quelqu'un, même si c'est penché, même si c'est tordu, mais tu vois au moins l'ombre. Je dis, j'ai parlé ça fort alors. Donc, j'ai dit en étonne, mais heureusement, on était dans le BAM, ils n'ont pas compris. Donc, j'ai dit, c'est comme ça que celle qui était aussi étonne comme moi se retourne et me regarde. Donc, il y avait au moins 3 enfants qui venaient du côté étonne et le reste, c'était les gens du BAM. Donc, ils ne comprenaient pas. C'est là où nous, on s'entasse maintenant, on dit, les gens, ce sont les fantômes, on ne les connaît pas. On sait qu'on va alors dire comment aux autres en langue pour qu'ils comprennent aussi. Quand on vous dit qu'apprenez vos langues, ouais, l'affaire c'était grave. On est là comme ça, on ne fait que trembler, on dit qu'ils sont devant, il y a un qui est là devant, l'autre est comme ça, là, on est là comme ça, on m'a dit comment ils n'ont pas les ombres. C'est comme ça que papi parlait étonne, la femme parlait étonne, mais le reste là, c'était des enfants de ce village, puisque nous, c'était par alliance qu'on partait dans leur village. C'est comme ça alors que papi dit, bon, on va essayer de tirer un et puis essayer de montrer. Mais le problème, c'est que s'il parle en français, il va faire comme moi. La personne va réagir comme moi, tu vois, non? Ils peuvent nous faire quelque chose. C'est comme ça, donc, papi prend la situation, il dit que laisse, je vais faire. Nous, on est là, il nous dit avancez, n'ayez pas peur, avancez. On va s'en sortir. Comme ça, papi commence à faire la conversation avec l'un d'eux, avec un des cousins. Il dit, cousin, demain, on va faire quoi? On va aller où demain? Et tout. Attends, arrête un peu. Tu as le pantalon qui descend. Parce qu'il voulait dire au cousin derrière, non. Quand le gars lui dit, mais pourquoi vous restez derrière? Venez, non, ne restez pas. C'est le monsieur qui dit ça, que ne restez pas. Non, il ne voulait pas qu'on se sépare, il voulait qu'on reste toujours près. Le cousin dit que non, on arrive, on veut faire pipi et tout. Il dit, attendez, je vais vous accompagner. Donc, un s'avance avec nous et l'un reste avec les papas. Puis il dit, non, c'est bon, on va s'en sortir. Il dit, non, on ne peut pas rester comme ça tout seul. Il faut venir avec nous. Le gars commence à insister en Jean. Mon frère, la femme, comme elle était d'abord trop peureuse, là, elle ne pouvait plus supporter. Elle a seulement dit que les gens, ils n'ont pas les ombres. Quand ils ont dit comme ça, là, non, papa. Macha. C'est là où tu vois maintenant le père, là, si c'était quel genre de forme, si c'était quoi? Comment ça, on n'a pas de forme? Tu vois, comme quand on te dit, tu vois le démon vraiment sortir dans quelqu'un comme ça, là. On a commencé à crier, à hurler, à courir la nuit sur la route. Et là, il faut voir que la route d'autobahn n'est pas goudronnée. On était là, on courait. La maison, tu marches 5 km, tu ne trouves pas une maison. On a crié, on court, on fuit. C'est comme ça que la petite, là, comme la femme c'était la plus petite, à l'époque, elle devait avoir même 10 ans, elle est tombée. Papi est venu ramasser, tirer comme si c'était le sac de maïs. On était des gens, les gars là, nous poursuivent. Et on arrive comme ça là, vers le rond-point où ils font le marché de jeudi. On voit la lumière, il y avait encore la lumière. C'était déjà même 23h, hein, on voit la lumière dans une maison. Les enfants qui sont les mandés là commencent à dire en lémandé, c'était, attends, comment on dit encore? Amania. Il commence à saluer en langue lémandé, à crier que venez nous aider. C'est comme ça que les gens de la maison qui étaient là sortent, mais ils disent qu'il y a quoi? On dit que les gens là nous poursuivent, Ils se tournent, non. Il n'y a plus personne. Derrière nous. C'est-à-dire qu'on est resté chez les gens là. Et le lendemain matin, c'est eux qui nous ont accompagnés maintenant chez les grands-parents chez qui on partait à Tobaï.
Après, le lendemain, quand on finit de raconter l'histoire au grand-père, il nous dit que les gens là qu'on a rencontrés, ce sont les maquisards qu'on avait tués pendant les indépendances et que quand vous venez là dans le village, ils font ça parfois, ils prennent certains, ils vous amènent dans leur truc et vous vous perdez là-bas dans la forêt, ils vous mangent là-bas ou bien c'est quoi qu'ils racontaient. Et quand ils prennent les visiteurs comme ça la nuit, ils vous détournent, ils vous amènent dans leur champ à eux. Et après, on vous perd, donc on ne sait plus où vous êtes venu, vous ne revenez plus, on ne vous retrouve plus, donc vous vous perdez comme ça là-bas. On reste alors maintenant, le père nous dit qu'on doit aller puiser l'eau le lendemain. Qui devait encore aller puiser dans le village là après avoir traversé ça. Maman. Et même, on dit que les Yaoundé font la sorcellerie, il y a la sorcellerie partout dans le Cameroun. Nous voilà, alors qu'on reste maintenant, on dit ok, on a compris, on va aller puiser l'eau. Tu vois ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, ébouac. Ébouac, c'est même quoi? C'est le melon, non? Oui, le melon. Donc, les gens du Mbam, qu'est-ce qu'ils font quand ils déterrent les pistaches? Donc, les pistaches là, ils enterrent ça comme ça là. Et ensuite, ils font pourrir ça pour nettoyer après, pour faire. C'était dans la période de faire ça. Pendant qu'on est dans au village, comme ça, on fait les champs et tout. On part au village, au champ, on finit de cultiver ça. On plante, on fait le gros trou, on met les feuilles de bananier, on couvre, on met tout. On laisse ça pourrir pendant 3-4 jours, une semaine. Quand on est revenu, DMG, on creuse le même sol où on avait mis les machins ici. Il n'y avait plus rien dans les melons là. Ça dit que normalement, quand tu fais comme ça, tu reviens, tu trouves que ça a pourri, non. Tu dois seulement laver pour récupérer le pistache. Quand on revient, non. Il n'y avait plus rien. Ce n'était même pas comme si quelqu'un est venu par derrière, réouvrir et prendre. Et il y avait les rescapés de melons, mais il n'y avait pas de pistache de l'intérieur. Ça dit que les esprits sont venus récupérer leur... Comment on appelle ça? Leur récolte, on va dire comme ça. Et grand-père dit que c'est parce que, comme il y a les nouvelles personnes qui viennent au village, on n'est pas parti d'abord saluer les esprits dans l'eau, faire les petits sacrifices et tout, et qui sont fâchés parce que ceux qu'on a rencontrés là en venant, on n'a pas été bien avec eux, on n'a pas fait les rituels. Donc, c'est eux, pour nous punir, qui sont venus prendre toute la récolte de pistaches qu'on devait avoir. Et c'est comme ça, donc, avant de rentrer, le grand-père, là-bas, a fait les remèdes, avait nous l'a dit, bon, sinon, si vous rentrez, vous allez toujours avoir les choses qui vont arriver comme ça, là. Donc, il faut qu'on parte d'abord à la rivière, on essaie de faire les petits sacrifices, qu'on essaie de leur dire que vous n'êtes pas venus ici, là, pour prendre quelque chose, que vous êtes nos enfants, et tout. Vraiment, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Je me disais qu'en étant ça veut dire que la sorcellerie ne traverse pas la rivière ou la mer, mais en fait, ça traverse partout. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'apprenez vos langues. Quand vous parlez au moins vos langues, vous pouvez communiquer et dire s'il y a le danger. Mais quand vous ne communiquez pas, non, vous êtes voué à seulement mourir. Donc, c'est la petite histoire là que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà. Désolée pour ceux qui ne parlent pas leur langue maternelle. Moi, je parle tout ma part, donc vous allez seulement souffrir d'apprendre un peu les tons. Allez, bye bye les amis. Merci beaucoup pour l'histoire, ma personne. Ok, je reste en commentaire. Si je vois que ça va bien, même 20 minutes, je vais encore raconter. Bye bye. Ok, bye bye. Vous connaissez la panthère, ce sont les gens qui ont porté le concept depuis le début. Donc, ce sont les... en anglais, bon, ils ont le grade de caretaker ici en anglais, donc les gens qui gèrent carrément la cité. Dans notre cité, là, il y a les gens qui gèrent la cité, hein, parce qu'ils ont porté le programme. Bonsoir, Lee Del Vero. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Et vous allez bien? Oui, très bien. Merci et toi. D'accord. J'appelle depuis le Congo-Brazzaville. En tout cas, j'aimerais conscientiser les jeunes filles, comme on dit, par rapport à mon vécu, à ce que j'ai vécu. Et Dieu merci, j'en suis sortie saine et sauve. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça.
Alors, je vais raconter mon histoire. C'est par rapport au serpent, à l'histoire du serpent que la dame de tout à l'heure venait de raconter. Et je l'ai suivi et ça m'a rappelé certains souvenirs. Je me suis dit, non, je vais quand même partager cette expérience-là. Toujours dans le but de sensibiliser les gens et de ne pas se dire que tout ce qu'on peut voir, où il y a des signes en fait. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est notre intuition, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment repartez en arrière, quoi. Il faut pas insister parce que vous risquez de perdre votre vie comme ça. Alors, mon histoire commence quand moi j'étais mariée, j'étais en couple en fait avec un monsieur. On a eu à avoir un enfant, j'ai eu ma fille, j'ai une fille et 2 ans après on s'est séparés. Donc on s'est quittés et j'ai voulu refaire ma vie. Quand on s'est quittés, 1 mois après, je rencontre un monsieur. Vraiment, c'était le hasard comme ça. Je le rencontre pas comme ça. Je rencontre un jeune homme qui me met en contact avec un monsieur. Il dit, ah, mais bonjour madame, vous êtes très belle. En fait, j'étais allée chercher un nouveau téléphone et quand j'arrive à la galerie, ce jeune homme aussi était venu acheter un téléphone. Et du coup, on a commencé à échanger. Il dit, ah, mais vous êtes très belle et tout. Moi, j'ai mon grand qui cherche une femme et tout. Je veux vous mettre en contact et tout. Je me disais qu'il s'amusait. Et après, le même soir, on s'est échangé de numéros et tout. Il dit, non, je vais vous inviter en tout cas. C'est un grand frère et tout. Je dis, ah, ben, ça tombe bien. En ce moment, je suis seule. Je veux me faire des amis. Et après, le monsieur, le soir même, m'appelle pour me dire, oui, mais mon grand veut vous rencontrer. Comment est-ce qu'on va faire et tout. On s'est fixé rendez-vous pour le lendemain. Je suis arrivée à l'endroit où le monsieur était. Après, on a pris un verre, le monsieur s'est intéressé, il m'a posé des questions, vous vivez où? Je lui ai expliqué ma petite histoire, il a dit, ah bon, ben c'est pas grave, à partir d'aujourd'hui, vous êtes ma femme et tout. Je dis, ah bon, déjà? Il dit, oui, oui, oui. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vous considère comme ma femme. Mais en ce moment, vous vivez où? Et je squattais chez une amie qui avait accepté de m'héberger avec ma fille, et je squattais chez elle. Je lui ai expliqué, non, je suis chez une amie. Tu dis, ah, d'accord, ça va pas me déranger de venir de temps en temps là-bas et tout, ça va pas la déranger. Je dis, non, 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 tu peux arriver et tout, y a pas de souci. Et il venait me voir chez cette amie-là de temps à autre. Et dès le premier jour, cette amie-là, quand il l'a vu, elle m'a dit, ce monsieur-là, il y a quelque chose, je le sens pas, en fait. Et pour moi, je m'étais dit que c'était juste de la jalousie. Parce que c'était un monsieur qui était friqué, il roulait Range Rover, en tout cas, le peu de temps qu'on a fait en une semaine, mais il m'a casqué avec des sous et tout, voilà. Et mon amie, quand elle me dit, ce monsieur-là, je le sens pas, moi, je me dis, non, elle est jalouse, en fait. Comment ça, tu le sens pas? Toi, tu étais là, j'ai galéré, tout t'as vu, c'est toi qui me nourrissais et tout, et là, je rencontre quelqu'un, tu dis que tu le sens pas. Et après, le monsieur qui me dit, toutefois qu'il venait, mon amie Boudet, en tout cas, elle se résignait, quoi. Elle voulait même pas le voir et tout. Et le monsieur qui me dit, ah, ta copine, là, moi, je la sens pas. Je préfère que tu ailles trouver une maison. Et le monsieur me remet les sous pour la maison, pour la caution et tout. Quelque temps après, chez mon ami, j'ai fait 2 mois. Je suis allée chercher une maison. Et je lui demande, mais tu veux que je trouve une maison? Non, je veux que tu sois un peu loin et tout. Il faut pas être au centre de la ville, il faut être loin. En tout cas, je veux pas que tu sois encore avec ta copine là parce que j'ai l'impression qu'elle est jalouse de toi, elle ne t'aime pas et tout. Et tellement que le monsieur m'avait sorti dans la galère, en tout cas, c'est un manipulateur. Donc, je l'écoutais. Après, il est allé me trouver un appartement de 3 chambres, salon et tout, avec tout. J'ai payé la caution, il m'a donné l'argent pour équiper la maison. J'ai équipé la maison. Et on a commencé à vivre comme ça. Le monsieur était marié, il venait de temps à autre. Et ce qui était bizarre, c'est que toute fois que le monsieur arrivait à la maison, même quand il y avait ma fille là, il voulait toujours me faire l'amour. Et moi, je trouvais ça bizarre. Je lui dis, ah, mais il y a l'enfant qui est là, elle est éveillée et tout. Oh, non, 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 c'est encore un enfant. Ma fille avait 2 ans ce temps-là. C'est un enfant et tout, elle va rien sentir. Elle sait pas ce qui se passe. Idiote que j'étais. Et moi, j'acceptais. Et toutefois, c'était comme ça. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a dit, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Comment tu peux te faire coucher? Comment on peut te faire l'amour devant ton enfant? Et elle est là, parfois. Ça c'est pas normal. Après, je me suis confiée à une amie. Et en dehors de ça,
Ce qui était bizarre, c'est que le monsieur, quand il venait à la maison, dès qu'il partait, je sentais toujours sa présence dans la maison. Parfois, je suis dans la cuisine, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière moi, que son ombre, quoi, est passé. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, je suis dans la chambre, dans la douche, j'ai l'impression qu'il est dans la même pièce que moi. Mais pourtant, il est déjà parti, il est rentré chez moi. Et pour couronner le tout, c'est que toute fois qu'il venait à la maison, quand on faisait l'amour, le soir même, moi, je rêvais toujours un boa qui venait me prendre par derrière. Et pour moi, je trouvais ça normal. Je me disais, bon, c'est peut-être des illusions ou je sais pas, c'est des rêves comme ça. Donc, on a commencé à vivre. Tout vraiment, ça n'allait pas. J'étais pas en paix. J'étais pas en paix. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à boire pour dormir et tout. Vraiment, il me manquait quelque chose. Et ce qui était bizarre, c'est que le père de mon enfant, étant là-bas, il me rêvait toutefois que j'étais dans une maison remplie de caca. De caca, quoi. Une fois, il m'appelait et me dit, ah, moi, je sais pas dans quoi tu t'es fourré ou avec qui tu es. Mais moi, j'étais rêvé, tu étais dans une maison, il y avait plein de caca. Tu étais dans cette maison, tu es sorti de la maison, tu étais nu. Je t'ai posé la question de savoir, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit, non, mais moi, c'est là où je vis maintenant et tout. Je t'ai dit, ah non, la maison là où tu es là, ce n'est pas une bonne maison. Tu ne peux pas rester là-bas avec ma fille. Je ne peux pas accepter ça. Moi, étant vivant, ça ne va pas marcher. Et après, on s'est chamaillé. Le monsieur est venu, il est sorti, il est venu me récupérer. J'étais même à poil. Il me dit, oh, est-ce que tu te rends compte que tu es même à poil et tout? Je dis, en tout cas, dans le rêve, j'ai tellement persisté. Et le monsieur est venu me chercher. Je suis repartie avec lui dans la maison, remplie de caca. Et le père de mon enfant, quand il m'appelle pour m'expliquer ça, il dit, je suis pas jaloux. C'est pas, je t'appelle pas pour te dire de le quitter comme ça, mais vraiment, c'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois que je te rêve dans ce genre de conditions-là. Vraiment, la personne avec qui tu es là, c'est pas une bonne personne. Et j'étais comme dans une enveloppe, j'étais tellement, comment je peux dire? Je voyais pas, en fait. Il y a plusieurs personnes me mettaient en garde. Ah, mais toi, ton gars là et tout. Et quand j'essayais un peu d'expliquer à une amie ce que je vivais, elle dit, non, toi, ton gars là n'est pas normal. Ton gars, il est bizarre. Et moi-même, une fois, j'ai fait un rêve. Il était à une réunion, en fait, qu'il y avait comme une fête des francs-maçons, des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Comme le monsieur travaillait avec un homme puissant de mon pays. Et ce jour-là, je passais, il y avait des gens qui étaient là, je demande à ces gens-là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était comme une fête, comme les Nigériens ont l'habitude de fêter, ils jettent de l'argent et tout. Et moi, je viens, je regarde à travers les claustras, en fait. On me dit, non, mais c'est une fête des grands francs-maçons de la ville et tout. Ils sont là, ils sont en train de fêter, il y a leurs amis qu'ils ont initiés et tout. Et quand je guette vers les claustras, je vois le monsieur avec qui j'étais. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je dis, tout ce monde-là, c'est des francs-maçons. Oui, oui, c'est des francs-maçons. Là, ils sont en train de célébrer parce qu'il y a quelqu'un qu'ils ont encore fait rentrer dans leur confrérie et tout. Donc, il y a un nouveau venu, on est en train de l'initier, c'est ce qu'ils font. Donc, ils lui déversent de l'argent qui va lui permettre à gravir les échelons. Et j'ai vu cet homme-là là-bas. Et quand j'ai expliqué le rêve à ma copine, elle m'a dit, en fait, Dieu est en train de te parler, pourquoi tu ne comprends pas? Tu es têtu. On te dit que la personne là n'est pas une bonne personne. Il faut que tu parles de là, il faut que tu parles de là. Et je vous dis de la façon dont je suis sortie de cette maison, je n'ai pas compris. Une fois, j'étais là vers minuit. Il y a un esprit qui me dit, non, tu ne dois pas dormir dans cette maison. Je me lève. J'appelle le père de mon enfant. Je dis vraiment, excuse-moi, je ne sais pas si tu vas accepter de me recevoir, mais là, je ne peux pas dormir ici. Oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout? J'arrive. À minuit, je prends le taxi avec ma fille. Je mets ma fille au dos, j'arrive chez lui à la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je ne me sens pas à l'aise et tout, je vais rester ici avec toi. On est resté le lendemain, lui m'appelle à 5h du matin. Oui, tu es où et tout? Il n'était pas là, il était en voyage. Je lui ai dit, en tout cas, je ne suis pas là, je n'ai pas dormi à la maison et tout. Comment ça, tu n'as pas dormi à la maison et tout? Hein? Je te rappelle dans 20 minutes, si dans 20 minutes, j'appelle, tu n'es pas à la maison, tu verras ce que je te fais. Et moi, par la peur, prise de peur, j'ai dit au papa de mon enfant, il m'a menacé de mort et tout. Il a dit, si je ne rentre pas dans les minutes qui suivent, il va me faire du mal et tout. Je ne peux plus vivre là-bas. Accompagne-moi, je vais aller chercher mes affaires. Le papa de mon enfant a dit, non, moi, je ne peux pas t'accompagner. Je ne peux pas prendre ce genre de risque-là. Il a appelé ses amis et tout. On est allé, on a pris les affaires.
mes affaires, quelques affaires qui étaient là. Le papa de mon enfant m'a dit, si tu veux prendre tes affaires, prends juste tes propres affaires. Ne prends pas tout ce qu'il a acheté. Et Dieu merci, il avait raison. Quand j'ai pris mes affaires, il avait déjà envoyé une équipe de ses petits pour venir barricader la maison avec un menuisier et tout. Dès que je sors de là, il m'appelle, il me dit, tu as de la chance. Mais je te dis, si tu as pris quelque chose dans cette maison-là, tu vas t'affoler. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il a commencé à me menacer de mort. Tu vas voir mon argent que tu as bouffé, tout ça. J'ai dit, oh, mais je n'ai pas bouffé ton argent. Moi, on est resté ensemble pendant 2 ans. Et toi, tu m'as souillé. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Donc, on est arrivé à un certain niveau où il a souhaité ma mort. Il a dit, tu dois t'affoler. Si réellement, si c'est moi qui t'ai donné l'argent, si c'est moi qui t'ai sorti de là où tu étais, tu dois t'affoler. J'ai dit, oh, le Dieu que je pousse, c'est un Dieu vivant. Tu as menti. Donc, c'était la guerre. Et après, je suis allée dans les prières. On m'a dit, mais le monsieur t'a raté de justesse. Tu partais. Il te sacrifiait, en fait. Il travaille avec ce petit-là pour lui chercher des proies. Donc, toi, tu étais une proie, mais tellement ton esprit était fort, il n'a pas pu. Et depuis là, vraiment, j'ai compris que toutes ces personnes qu'on rencontre dans la rue, c'est pas des bonnes personnes. Je sais pas. Il faut faire très, très attention, très, très attention. Et c'est souvent quand tu te retrouves dans des situations difficiles que le diable t'envoie ce genre de personnes-là. Parce qu'en ce moment, tu es faible. Donc, j'aimerais conscientiser mes sœurs et frères vraiment. Contentons-nous du peu qu'on peut avoir, en fait. Quand on veut trop gagner, c'est difficile. Le diable va mettre des gens sur ton chemin qui vont te ramener vers le bas. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, moi je me dis ce qui m'a sauvé, c'est peut-être mon cœur. Comme je fais beaucoup de bien autour de moi, c'est Dieu qui s'est souvenu de moi. Il a dit non, cette âme-là, j'en ai besoin. Donc voilà un peu, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. C'est pas facile de monter raconter ce genre d'histoire. J'ai venu dire que je couchais avec mon copain devant mon enfant de 2 ans. C'est pas facile. Donner la force à tous ceux qui montent raconter les histoires, essayer de comprendre que c'est dans le but de sensibiliser qu'ils montent et qu'ils s'ouvrent comme ça. Donner la force en étant aussi poli dans les commentaires, en likant, laissant des likes, en partageant, c'est très important. Bonsoir, Rose, Anya. Hello, DMG, bonsoir. Ça fait longtemps. En fait, j'ai 2 histoires, mais je vais commencer par la première parce qu'elle m'a traumatisée depuis avant-hier. J'encadre des jeunes. L'une d'elles était enceinte. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Et hier, on m'appelle pour me dire qu'elle a accouché et on me demande de l'appeler parce qu'elle a été agressée. Je suis camerounaise, mais je ne peux pas donner le nom du quartier. Je ne peux même pas donner la ville parce que j'ai peur qu'elle... c'est assez récent. Donc, voilà. On me dit qu'il faut que je l'appelle parce qu'elle a été agressée. Et quand je l'appelle, elle m'explique ce qu'elle a eu. C'est qu'elle a fait d'abord 10 mois de grossesse. Et son père qui lui dit... Bon, je rebobine parce que moi, ça me perturbe encore. Donc, elle est tombée enceinte et sa mère l'amène faire des visites quelque part dans un hôpital de la place. Elle est suivie là-bas normalement. Elle attend son accouchement normalement, mais la grossesse arrive à 10 mois. Et son père lui dit, dans ma famille, ce n'est jamais arrivé que une femme enceinte arrive à 10 mois de grossesse. Je ne trouve pas ça normal. Il lui dit d'aller plutôt accoucher dans... Il lui dit, il amène, c'est lui-même qui l'accompagne en visite dans un autre hôpital, quoi. Que l'hôpital où elle faisait ses visites. Dès qu'elle arrive là-bas, elle accouche. Le même jour. Donc, elle arrive, donc elle part comme ça sans son petit sac. Vous savez, quand en Afrique, on part accoucher, on a souvent nos petits sacs là. Mais elle arrive, on dit seulement à son papa, non, il faut rentrer chercher le nécessaire. Elle ne va plus, elle va accoucher. Et l'hôpital dans lequel elle accouche, c'est un hôpital missionnaire. Je ne vais pas donner le nom, vraiment, je ne vais pas donner le nom de l'endroit. Elle accouche sans problème. Et quand elle accouche, elle appelle sa mère, ce qui est normal. Maman, je viens d'accoucher. Sa mère se fâche. Sa mère se fâche vraiment. Hein, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas accouché dans l'hôpital où on devait partir? Machin.
Elle dit à sa mère, mais papa m'a dit que non, il ne trouvait pas normal que... Et je ne savais même pas que j'allais accoucher. Je ne savais pas que j'allais accoucher. Donc, bon, c'est arrivé comme ça et tout. C'est pas que j'ai voulu te le cacher, mais j'ai accouché. Sa mère est dans tous ses états, elle gronde et tout. Au lieu d'être contente, en fait. Parce que moi, si on me dit que mon enfant a accouché dans de bonnes conditions, je serais contente. Alors, le père aussi et elle ne comprennent rien. La maman ne passe pas dans cet hôpital. Elle fait les 3 jours, elle rentre à la maison. DMG, sérieux de chez sérieux. On vient l'agresser physiquement pour tuer le bébé. Cette histoire m'a fait... Hier, quand je l'ai appris, jusqu'à présent, je me dis, mais on est où? Elle et son père, grâce à Dieu, son père était là. Son père s'interpose. Et on a blessé son père. Et il pleuvait. Cette petite fille, parce qu'elle est encore petite, elle est sortie avec le bébé sous la pluie. On a tailladé son père et tout. On a même essayé d'étrangler son père. J'ai vu les photos, c'est effroyable. Elle sort en courant sous la pluie, elle ameute les voisins et tout et tout. Elle crie à l'aide. Une chance que cette solidarité encore, dans certains quartiers, ça marche. Les gars sont sortis de partout. Et les agresseurs sont partis. Ils ont porté son père, ils l'ont amené à l'hôpital. Mais si tu vois ces images. Et après, bon, du coup, il faut enquêter. Et c'est la maman qui est derrière, qui voulait sacrifier sa fille. Il dit, cette affaire me fait... Tu restes comme ça, tu te dis, Seigneur, on va où? Je ne te parle pas d'une nourrice, je te parle de celle qui a porté cet enfant. C'est elle qui veut maintenant la tuer avec son bébé. Je dis, et tu vois, il y a des choses que lorsqu'on entend, on est en mode, c'est comme si on est anesthésié en fait. Parce que c'est hier que j'ai appris ça, mais c'est dans ma tête. Je vous dis, c'est quelque chose, je ne sais pas. Je pense que ça va Je l'ai appelée, elle me dit, maman, je suis traumatisée. Mais parce qu'elle nourrissait son bébé au sein. Le lait, c'est normal, c'est le traumatisme en fait. Le lait ne coule plus. Parce qu'elle est en mode vraiment... Vous savez, quand quelqu'un a vécu un gros trauma là. Donc, elle me dit, le lait ne coule plus. Qu'elle est là. Son père est couché dans un hôpital. Comme son père, c'est un malade, il a le diabète. Donc, elle m'a parlé de l'hôpital où on a amené son père. Je lui ai dit, c'est pas le bon hôpital. Je l'ai orienté ailleurs où je sais que là-bas, la prise en charge des diabétiques est vraiment bonne. Elle me dit, je lui ai demandé, est-ce que tu as changé les serrures de la maison? Elle me dit, j'ai changé, maman. Elle me dit, et les voisins veillent. Je dis, on est dans un monde de malades. En fait, dehors, on est agressé, DMG. Dehors, on sait que c'est mauvais. Et quand tu as encore tes parents, tu te dis, c'est mon repère. Moi, ma mère, elle vit encore. J'ai 45 ans. Ma mère vit encore. Mais quand j'ai un souci dehors, je suis mariée, j'ai mes enfants. Mais quand j'ai un souci, après en avoir parlé avec mon époux, je sais que je vais appeler ma mère. Ma mère, après Dieu, c'est mon Dieu. Mais si maintenant, il faut que j'ai peur de mon Dieu, on va où? On va où? Cet enfant, je ne sais pas. Et je suis là, je ne sais même pas quelle aide je peux lui apporter parce que la pauvre, elle est traumatisée. Et maintenant, elle a fait cet enfant avec quelqu'un qui assume la paternité, qui est là, qui voulait même l'épouser. Elle me dit, j'ai peur qu'il me fuit parce que quelqu'un qui vient et voit ce genre de famille, c'est normal qu'il ait peur. Je lui ai demandé, est-ce que tu as posé un acte envers ta mère? Et je la connais, elle est tellement douce, cet enfant, elle est quelqu'un de bien. Elle me dit, maman, je ne lui ai rien fait. Elle me dit, bon, si moi je lui ai fait du mal, est-ce que mon père me couvrirait autant? Elle me dit, je ne lui ai rien fait. C'est le genre d'enfant, elle va bien à l'école, elle travaille bien, elle ne dérange personne. Il y a des bricoles même que je lui trouve à faire souvent. Je n'ai jamais entendu des vagues sur elle. Je dis que donc, elle est... Je ne sais même pas quoi. Je lui ai parlé hier, je pensais l'appeler aujourd'hui, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas cette force-là parce que ce genre de personne, il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots de réconfort.
mais tellement, moi-même, son histoire est tellement grosse. Parce que là, tu te retrouves en train de porter plainte à ta mère, parce que là, c'est ça, en fait. Mais C'est- est-ce que la maman a avoué que c'est elle qui est derrière Sa tout maman ça? Est-ce qu'il y a des l'appelle justices? pour Est-ce qu'il y a lui des... dire, sa maman, oui, sa maman l'appelle après pour lui dire, ton histoire que tu caches là, je vais le presser, je vais le tuer. Je dis, Elle a DMG. porté plainte alors? Oui, oui, mais justement, c'est après ça. Son père, il est mourant là-bas, mais son père lui a dit de porter plainte. Mince. Il y a des histoires. Je dis, chaque jour, moi j'encadre des jeunes, même mes postes et tout. Je suis en train de leur dire, vos parents, ce sont vos dieux. Et quand tu le dis tout le temps à des enfants et qu'elle fait face à ça, elle fait face à ça, la pauvre. Je dis, c'est tellement récent. C'est une histoire. Donc, l'agression a eu lieu le week-end passé. Moi, c'est hier que j'ai su. Ah, Dieu aussi, ça fait peur, hein? Non, ça fait peur. Ça fait tellement peur. Je pensais avoir tout entendu parce que, vrai, j'encadre des jeunes, mais en général, c'est des problèmes matériels. Tu vois, j'ai faim, j'ai pas d'emploi. Et là, en général, on trouve soit une solution où tu vas le dépanner et tout. Mais quand c'est là, ou alors tu lui redonnes espoir à la vie. Mais quand c'est ta maman, c'est pas la femme de son père, c'est sa maman, sa génitrice. Donc, en général, tu vous dépendez des gens, hein? Non, je dis, les jeunes que j'encadre, oui, quand quelqu'un vient vers moi et que c'est à mon niveau, on est humain, donc j'essaye à mon niveau. Parce que moi, j'ai grandi dans Ah, une tu vois, c'est logique. meilleur qu'humain, hein, maman. Pardon, fais faire quelque chose pour ton frère. Tu vois, c'est meilleur qu'humain, je te dis. Parce que vraiment, là, si, C'est... ça ne va pas. Je suis là comme ça, là, depuis 3 jours, ça ne va pas. Tu peux faire qu'humain, tu me fais même un dépôt, là, c'est pas être bien. Bon, merci beaucoup pour l'histoire. Ouais. Bye bye. On espère vraiment que ça va aller du côté de cette jeune fille-là. J'espère qu'elle va quitter la maison, là, ça ne sert à rien de rester avec sa maman. Non, mais Elle sa n'est pas maman n'est restée même sur, pas là. sur le père de son Maman, enfant. sa maman, elle s'est enfuie. Sa maman s'est enfuie, donc elle a changé les serrures avec l'aide des voisins et tout. Mais c'est la maison de son père. C'est une maison que son père a construite. C'est un couple. Hein. Eh, les laisse. Tant que tu vis, tu entends. Je te dis. Ok, merci beaucoup pour l'histoire, Rose. Bye bye. Elle est Seulement commentée. faire attention maintenant. Prier, prier et Oui, prier. quand on dit méfiez-vous de tout le monde, pas seulement des inconnus, même des connus, même des connus, même ceux qui sont avec vous, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Donc, la prière, c'est déjà une grosse arme contre ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur. Donc, servez-vous de ça et ça ne coûte rien. Tu ne dépenses rien pour faire une prière. Bonsoir, Tata Linda. Bonsoir DMG. Comment ça va? Ah, moi, j'ai 2 histoires, enfin, j'ai même 3 histoires. Mais en fait, je pense que je vais raconter 2 histoires. C'est une histoire que moi-même, j'ai vécue. Quand la dame a parlé là, de la fille qui s'entend pas avec sa mère, je peux comprendre son choc, mais sans exagérer, hein, c'est courant au Gabon. Il y a des femmes qui viennent au monde, leur famille les consacre pour qu'elles ne se marient pas, pour qu'elles ne fassent pas les enfants, pour qu'elles apportent juste l'argent. Elle doit aller ce monde d'homme riche en homme riche, s'occuper de sa famille. Il y a des femmes qu'on consacre comme ça. Il y a des hommes aussi qu'on consacre comme ça. C'est répétitif à Libreville. Donc, moi, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que moi-même j'ai traitée. Un après-midi comme ça, j'ai quitté déjà le bureau, c'était en fin de soirée. Je vois une jeune lycéenne là, vraiment, qui est en tenue de l'école, tenue d'un lycée public, tout ça là. Elle a apeuré, vraiment, elle tremble, elle transpire. Je dis, ah, ma fille, c'est comment, qu'est-ce qui t'arrive? Elle devait avoir 12 ans et 13 ans. Je dis, ah, madame, j'ai fui de la maison.
J'ai dit, tu as foutu de la maison. Oh non, ma mère me frappe trop. Ma mère, elle m'a de me frapper là. Non, ce n'est pas normal. Elle me tape les marmites. Elle me cogne la tête contre le mur. Elle me piétine avec... Non, non. Là, j'étais en retard d'1 heure. J'ai traîné à l'école. Je me suis dit que si je rentre en retard, là, ils vont encore me frapper. J'ai dit non. Mieux je fuis. J'ai dit, ah, on ne peut pas te laisser comme ça. On doit appeler ta mère pour la prévenir que tu es là. La fille se met à pleurer, DMJ. Elle se roule au sol. J'ai dit, ah, ma fille, je suis juriste. Ici, on est au ministère de la Justice. Je ne peux pas garder une mineure dans mes locaux sans prévenir ses parents. Si quelque chose t'arrive, hein, comment tu transmets, tu es même malade. Il faut que je prévienne tes parents, que on t'envoie à l'hôpital, c'est la procédure. Je ne sais pas ce que tu as, peut-être on t'a agressé. Je ne sais pas, parce que tu m'as l'air d'être en état de choc. Je ne peux pas faire tout ça sans prévenir tes parents. Et la fille se met à pleurer. Je suis une maman. La petite là pleurait. Non, DMJ, ça m'a déchiré le cœur. Donc, j'ai demandé à mes agents que appelez-moi la maman là et faites-la venir. La femme arrive, DMJ. Une colère, mais tu sentais qu'une colère qu'elle faisait tout pour maîtriser, pour ne pas paraître qu'elle est une mauvaise mère. Mais je sentais dans sa voix, dans sa manière de regarder sa fille, oui, c'est une menteuse. Ma mère l'a déjà montée contre moi. Ma mère l'a déjà montré contre moi. Elle a que sa grand-mère dans sa tête. Là, tout ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle a entendu que sa grand-mère est arrivée dans la ville. Elle veut repartir chez sa grand-mère. En tout cas, si tu es reparti chez ta grand-mère, tu pars. C'est pas grave, tu ne viens plus chez moi et tout. Moi, j'ai dit, bon, on va se calmer. Puisqu'on a dans mes services, j'ai des psychologues pour enfants. J'ai dit, on va mettre l'enfant avec un psychologue qui va l'analyser, qui va la suivre, pour voir comment elle va, pour bien comprendre le problème. Et pour le temps de l'enquête sociale, elle va rester chez sa mère, chez sa grand-mère, votre mère, parce que madame, même si on veut corriger sa fille, on ne la tape pas comme vous la tapez. Votre manière de la taper, là, c'est maintenant de la maltraitance. Quand vous prenez un enfant, vous lui tapez la marmite, vous lui cognez plusieurs fois la tête contre le mur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lui décocher le cerveau, quoi. La femme me dit, en tout cas, d'accord, partir, je ne veux plus et tout. On appelle la grand-mère. La grand-mère dit, ah, nous-mêmes, on est dépassé la manière dont ma fille déteste sa fille-là. On ne comprend pas. Ça, c'est la fille au DMG. Ça, c'est la grand-mère qui dit ça. Oh, je ne sais même pas pourquoi ma fille déteste ma petite fille. On ne comprend pas. Même le petit ami de la dame, il dit, ah, moi, je l'ai même quitté pour ça. Parce que j'ai un enfant avec elle. J'ai dit, tu ne peux pas taper ta fille comme ça, tu as un problème. Mais moi-même, je l'ai quitté. La manière dont elle tape la fille, là, non. J'ai dit, ah, on a un souci. Donc, celle qui suivait l'enfant, elle appelait tout le temps la mère, elle appelait les sœurs, elle appelait... Finalement, c'est elle qui vient me donner le fin mot de l'histoire. Elle me dit, madame, je comprends maintenant pourquoi la mère là déteste sa fille. Je dis, comment ça? Elle me dit, non. Quand la mère a eu 16 ans, son père biologique a commencé à la draguer dans la maison, a voulu la violer. Une nuit, sa mère est rentrée dans sa chambre. Sa mère lui a dit, ah, ton père va bientôt se présenter en politique et il a déjà de grands appuis. Quand il sera positionné là, on aura beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu pourras aller même en France, au Canada, aux États-Unis, partout où tu vas aller et mener la vie de rêve que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est coucher avec ton papa. Une fois seulement. La fille dit quoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne veux pas tout ça là. Pendant qu'elle est en train de dire à sa mère qu'elle ne veut pas, le père rentre dans la chambre DMJ. Il est déjà torse nu, en caleçon, qui attrape la fille pendant que son père la viole, sa mère. Imagine DMG, imagine que pendant que ton père te viole, la personne qui attrape tes bras et qui écarte tes cuisses, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Imagine un peu le traumatisme. Et en plus, elle était vierge. Le traumatisme psychologique qu'elle a eu à cet instant.
Et ils ne se sont pas arrêtés là, DMG. Ils l'ont séquestré. Donc le gars l'a violée maintenant tous les jours. Comme il savait que si elle sort, puisqu'elle avait quand même un caractère fort, c'est pas le genre de fille victime qu'elle est restée à la maison se taire. C'est-à-dire que dès qu'elle était dehors, là, c'était fini, c'était propagé. Ils l'ont séquestrée. Le père l'a violée tous les jours, jusqu'à qu'elle tombe enceinte, DMG. Il la garde encore enfermée pendant 9 mois. Le temps qu'elle accouche, parce qu'il ne faut pas qu'elle aille avorter. Voilà donc l'histoire de la fille là, de la petite fille là, et sa mère. Et il paraît que le père finalement est devenu fou. Mais la mère est vivante. Donc quand l'histoire se fait là, les autres sœurs, les filles de ses autres sœurs, même mère, même père, elles ne savent pas. Les autres sœurs disent oui, on ne comprend notre petite sœur avec notre mère. Toujours, les deux là, on ne sait pas ce qu'elles ont, on ne sait pas. On ne sait pas. Je dis, ah mais non, parce que là, moi, je suis en train de chercher qui va prendre la garde de sa fille, parce qu'elle ne peut pas rester avec sa mère. Tant que sa mère ne suit pas une thérapie, voilà ce qu'il en est. Les sœurs tombent des nues, les sœurs disent, c'est impossible, maman ne peut pas faire ça. Elle ment. Je dis que, mais expliquez-nous, quelle est la raison pour laquelle elle déteste sa fille? Je les ai toutes réunies. Là, maintenant, la fille a pleuré. Oh non, DMG. Cette histoire, j'en parle encore. Quand la dame l'a racontée, ça m'a réveillé. Ça me déchire encore le cœur, quoi. Parce que moi, je déteste être impuissante face à un dossier qu'on me présente. Je déteste cette sensation. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rentrer dans le cœur de la mère. Je la comprenais. Comment tu veux aimer l'enfant d'un viol? Et le viol de qui? Ton propre père. Attends. Je ne sais même pas, tu as commencé à lui demander ça comment. Et en même temps aussi, l'enfant aussi, c'est une victime. Justement. Donc, c'est ce que je te raconte là, donc sur cette terre-là, il y a de tout. Il y a de tout. Quand vous voyez un enfant et sa mère, le courant ne passe pas. Il ne faut pas tout se juger, oui, c'est une fille indigne. Oh, pourquoi? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe parfois dans les familles là. Les monstruosités. Il y avait un reportage où ils avaient montré qu'une femme avait mis au monde 16 enfants. Les 16 enfants l'ont abandonné. Tout le monde disait, oui, les enfants sont mauvais, ouais, comment ils ont pu faire ça? J'ai mis, qu'est-ce que cette femme a fait pour que aucun, sur 16 enfants, aucun ne vienne la voir. Oh, DMG, on m'a insulté là-bas, oui, tu es mauvaise. Comment tu peux dire des choses comme ça? Vous, les enfants de président, là, voilà. Tu as 16 enfants, aucun ne vient te voir. DMG, même si tu es mauvais, tu es quand même, tes enfants sont mauvais, quand même sur 16, il y a quand même un qui doit être bon, venir te rendre visite, te voir. C'était la première histoire. La deuxième histoire, tu sais que maintenant il y a des jeunes filles qui viennent me voir, oh la grande, raconte mon histoire sur DMG, raconte mon histoire sur DMG. Il y a même une que j'ai écoutée, elle a raconté déjà son histoire. Celle qui a perdu sa virginité avec un mari de nuit, là. C'est une jeune fille camerounaise qui était dans le quartier de Bilonké, tout ça, là. Elle m'avait raconté ça. Donc, la deuxième histoire, c'est une jeune fille qui me raconte ça. Elle me dit que elle était allée à une soirée de chilling. Tu vois, les soirées un peu musicales où il y a un orchestre qui passe et tout ça, là. Il y avait un groupe de rap à la mode à l'époque. Je vais appeler la fille là Jessica. Et puis le garçon, Marc. Marc était la star du moment. Il était dans un groupe, un label ou tout ça et tout. Il y avait quand même de bons artistes et tout ça là. Mais c'était Marc la star et tout ça. C'est lui vraiment. Quand il prestait, quand il était sur une affiche, tout le monde venait et tout et tout. Vraiment, c'était un bon musicien. Le gars était beau, grand, charismatique. Donc, ils sont à une soirée chill et tout ça. Jessica fait tout. Et puis Jessica aussi, forme guitare, jolie, intelligente, joli teint caramélisé. Les deux se croisent. Électricité, ils commencent à sortir ensemble. Mais, pendant qu'ils sortent ensemble, et tout ça, Jessica se rend compte, au bout de 3-4 fois, quoi, qu'à chaque fois qu'il a un concert, une prestation,
et qu'elle est à la maison, sa voix disparaît. C'est-à-dire que elle est chez elle et puis tout d'un coup, elle devient aphone, quoi. Genre, elle n'a plus de voix. Ou elle a mal à la gorge. Elle ne comprend pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il rentre, elle lui dit, mais je sais pas ce que j'ai eu quand je suis partie là. Ma voix, un moment, tout ça. Puisqu'à un moment, ils vivaient même ensemble. Ma voix, un moment. Enfin, le gars, ils vivaient chacun chez eux. Mais le gars dormait souvent là-bas, ouais, dormait souvent chez lui. Donc, elle lui racontait. Donc, elle se dit, mais attends, ça fait déjà 3 fois que je te raconte que. Et à chaque fois, c'est quand tu es en concert que ça m'arrive. La fille tique, le garçon dit, oh non, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu peux dire ça et tout, n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, mais c'est quand même bizarre. Mais elle se dit que bon, quel rapport entre le fait que quand toi tu ailles chanter ma voix, elle ne voyait pas le rapport en fait. Donc, elle va quand même dire ça à sa grande sœur. La grande Yaya, moi depuis que je remarque, la grande se dit, ça c'est quelle histoire ça? Allons consulter. Donc, elles vont consulter et tout ça là. Et la fille dit, mais ça compte. En tout cas, moi que j'ai pour consulter, moi je veux aussi faire le médicament pour que le gars arrête. Elle me raconte, elle me dit que la grande, même si tu me juges, c'est pas grave, mais c'est grâce à pourquoi j'ai voulu faire ça que j'ai découvert même beaucoup de choses. J'ai dit, ok, non, raconte, je ne suis pas là pour te juger. Qu'ils arrivent maintenant chez le monsieur qui consulte. Ils arrivent chez le monsieur qui consulte que non. Le monsieur dit que, mais attends, il prend ta voix pour aller chanter, pour que sa voix soit toujours forte, pour que même quand les hommes entendent ça et tout, cet homme-là, il travaille déjà avec les esprits des sirènes, les esprits des eaux et tout ça là. Il prend ta voix. Il est en train de prendre ta voix. Si tu ne fais pas attention, là, tu vas bientôt faire un accident, quelque chose, où tu vas perdre définitivement ta voix. Il fait ça, c'est pourquoi tu vois qu'il est la star en ce moment, il brille et tout ça. La fille est choquée. Elle est choquée. C'est là où la grande soeur dit, tu as vu, toi qui voulais même encore même faire les choses pour eux, non, tu veux que le gars soit encore naze. Donc tu voulais qu'un gars qui te vole la voix comme ça là, soit encore amoureux de toi. Oh mon Dieu. Le gars dit, mais il ne peut même pas, il peut pas même trop rester avec toi. Lui-même, c'est une femme. Elle dit, comment ça lui-même, c'est une femme? Non, moi je vois qu'il est poisson à la braise. Il fait les deux. Elle dit, comment ça? Elle dit, c'est impossible. Elle se fâche. C'est impossible. Hein? Donc, elle dit, comment ça qu'on fait que tu m'as mené où? Quoi, tu es jalouse parce que je sors avec une star? Attends, ça veut dire quoi? Déjà, tu me... Carrément, non, il veut voler ma voix. Il veut voler ma voix pour faire quoi? Il chantait avant de me croiser. Il avait une belle voix. Il avait déjà une belle voix. Maintenant, et puis s'il avait déjà pris les voix des filles, on devait entendre ça. Les filles devaient se plaindre. Hein? En plus, non seulement vous dites, oh, qui veut voler ma voix. En plus, vous dites que non, que quoi, il poisson la braise de quoi. Non, 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 non. Elle insulte copieusement sa grande sœur. Bien insultée, lavée de la tête jusqu'aux pieds. Oh, sa grande sœur est jalouse. Oh, coco, coco, oh, coco, coco, oh, coco, oh, coco. Comme tu connais les femmes DMJ. Quand tu es déjà amoureuse et puis le gars c'est une star, toutes les filles sont amoureuses de lui, c'est toi qui l'as choisi, donc tu te sens au-dessus de la mêlée, non, c'est toi la titulaire, tout ça. Donc, elle retourne, elle raconte à son gars, le gars dit, mon Dieu, moi, voilà voler ta voix. Pour faire quoi, Seigneur? Pour faire quoi? Mais ta grande soeur est complètement malade, ça. En tout cas, je ne peux la fréquenter. Oh, ok. L'amour reprend, tout ça et tout. 3 mois ou 4 mois après, elle se rend compte que elle est tout le temps malade, elle a des angines et tout ça, elle a tout le temps des angines. Donc, elle va voir un médecin. Le médecin lui dit que non. Il faut qu'on le perde des amygdales. Que ces amygdales sont enflammées. Il dit, mais vous chantez beaucoup, vous faites un métier de chant. Il dit, quoi? Il dit, parce que ça, c'est ça. C'est soit dans l'enfance qu'on a ça, soit on voit ça chez les gens qui chantent. Les gens qui chantent beaucoup, qui se cassent même la voix. Elle dit, moi je ne chante pas. Il dit, Le médecin il dit qu'en tout cas, là, vos amygdales sont enflées, sont enflammées. Soit on vous les retire, soit vous allez faire des angines à répétition. La go, elle est un peu choquée, tout ça là. Elle est tellement perplexe que
Elle ne pense pas appeler son gars, oh non, tu es où, tout ça. Là. Elle savait que non, il devait être au studio d'enregistrement. Donc, elle débarque là-bas au studio d'enregistrement pour lui dire que non, voilà ce que le médecin vient de me dire, moi je ne comprends pas. Donc, mes problèmes là-bas, parfois ça partait là, c'était les angines à répétition et tout ça. Donc, vraiment, tout ça. Elle est vraiment, tu vois, non? Quand elle arrive au studio DMG, quand elle arrive au studio d'enregistrement, tu sais que quand tu enregistres la musique, là, tu es dans un truc acoustique, tu n'entends pas quand quelqu'un arrive, quand tu es là-bas. C'est seulement quand tu as le casque qu'on t'entend. Enfin, il y a un moment là, dans les studios d'enregistrement, là, où le son est coupé d'un côté, je ne sais pas. En tout cas, elle arrive, on n'entend pas arriver. Elle trouve le gars en train de gémir fort, qui est en train de le prendre, son producteur, celui qui produisait ses chansons, qui produisait ses albums. Ah oui, oh, mon Dieu, vas-y, tu sais que si tu veux que je produise ton album, toi, tu sais ce que tu dois faire. Hein. Tout le monde veut que je produise. Non, si à chaque fois c'est toi que je produis, c'est parce que tu me donnes ça bien, les mounes là-bas. Elle a dit que non. Non, non, DMJ. Donc, dans le monde de la musique, là, c'est comme ça. Dans le monde de la musique, là, c'est ça. On vole les voix des gens, on fait tout ceci, oh non. Elle était dépassée, elle est rentrée traumatisée, elle ne savait pas si elle devait prendre ses bagages. Elle dit qu'elle était divisée, l'amour, la haine, elle ne savait plus quoi faire. Le gars est venu. Elle dit, mon Dieu, elle pleurait, il ne me touche pas. Il dit quoi? Mais tu penses que le succès là, c'est quoi? Tu penses que le succès, c'est quoi? Hein? Tu sais pas que c'est ça ou rien? Je devais encore rester dans le quartier à souffrir. Elle dit, mieux vaut souffrir que de faire les choses comme ça là. Mieux vaut souffrir. Est-ce que tu sais ce qui te retire quand il fait ça? Ce n'est pas simple aussi quand il te fait ça. Il paraît que c'est tout ça là, elle a parlé aux gars. Comment ils sont restés? Comment ils se sont séparés? Je ne me rappelle même plus. Moi, tout ce qui m'a choqué, c'est qu'à cause du succès, à cause de la gloire, tu vas rentrer dans les pratiques comme ça là. Tu vas dénaturer ta personne. Peut-être même si tu étais patient. Là, tu sais ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre. Hein? C'est que ce que tu obtiens avec tes larmes, avec ta sueur, avec ta souffrance, personne ne peut jamais t'arracher ça. Personne. Personne n'a le pouvoir de faire ce que tu fais quand tu t'appliques, quand tu t'impliques. Les choses que tu obtiens dans la facilité, dans les raccourcis, toute chose part comme c'est venu. Ça ne sert à rien de courir. Chacun a son temps. Chacun est sur son fuseau horaire divin. Les gens qui se cherchent là, vous voulez aller plus vite que le temps. C'est la mort. On va te faire les choses macabres et tout. Je pourrais raconter une dernière histoire. Après, moi, je descends. Tu m'autorises, DMG? Ok. Ou bien tu veux déjà que je descende? Dis-moi. Non, ça va, tu peux raconter. Ok. La dernière, là, ma mère m'avait raconté l'histoire, là, mais moi, je n'avais pas cru ma mère. Je me suis dit, ouais, c'est... Parce que moi, j'ai toujours mon côté cartésien, là, qui me fait toujours douter. Il y a une dame qui a raconté l'histoire, enfin, quelqu'un a raconté, un de tes abonnés a raconté l'histoire, là, où l'histoire de Marina, la jeune fille qui était momifiée dans le placard de la dame. DMG, ma mère m'avait raconté une histoire comme ça. Je te dis, au Togo, au Bénin, c'est courant. L'histoire, c'est laquelle? L'histoire, c'est une jeune fille. En fait, c'était la fille de la petite sœur de la dame. Elle avait menti à la petite sœur que non, ta fille n'a qu'à venir monter avec moi. Je vais l'inscrire à l'école, elle va faire les études, mais elle va quand même m'aider avec mes 2 enfants. Elle sera la noune de mes enfants, mais elle pourra faire les cours du soir. Finalement, quand la jeune fille est montée, ce n'était pas les cours du soir, c'était je garde seulement mes enfants, l'enfant n'allait pas travailler, elle n'allait pas à l'école, elle était seulement là, elle faisait le ménage, elle était devenue la bonne à tout faire là-bas. Mais elle aimait beaucoup ses cousins.
puisqu'elle les prenait comme ses petits frères et ses petites soeurs. Et les enfants le lui rendaient bien. Même quand la tante la maltraitait ou la pouvait de nourriture, les enfants là lui gardaient la nourriture à côté. Oh, mange et tout ça. Vraiment, les enfants, ils s'entendaient bien. Un soir comme ça, la tante arrive. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi, comme je l'ai toujours dit, ma mère est togolaise. En Mino, on appelle ça akousa. Les filets avec quoi on se lave là. Tu vois, les trucs, c'est des sortes de gras de corps. Nous, chez nous, au Togo, on appelle ça akousa chez les Mina. Elle ramène un akousa neuf avec un savon dans les petites calebasses là. Elle dit oui. À mes vies, je t'ai ramené ça, hein. Je t'ai acheté ça. Oh, merci maman, merci. Je me lave. Tu te laves avec ça, hein. Oui, merci tanti, merci. Elle est contente. Donc, elle ramène ça dans la chambre et elle apprête les enfants pour qu'ils se lavent. Parce que tu sais qu'à Lomé, là-bas, dès 18h, on a te laver, te mettre la poudre, te mettre le pyjama. Donc, elle vient prendre les enfants pour aller les laver. Les enfants disent, oh non, nous on veut se laver avec ton nouvel akousa là. Celui que moi t'as emmené là, nous, avec le nouveau savon. On ne veut pas, pour nous là, c'est déjà vieux, c'est ancien. On veut pour toi. Ah, comme elle aime les enfants, pour elle ça la dérange pas. Que les enfants se lavent avec ça en premier. Ah, ce sont des enfants. Elle prend donc l'akousa avec le savon et elle lave les enfants. C'est un garçon et une fille. Elle les lave bien. Elle les rince, tout ça, elle met la poudre, elle met les pyjamas et tout. La maman lui dit, oh, tu faisais quoi? Tu laves les enfants, oui. Je vais à l'église, hein, à tout à l'heure. Quand tu finis là et tout ça, au lieu de dormir au couloir, mets ton matelas dans ma chambre. Ok, tanti, ok. Donc, elle lave les enfants, elle met les trucs et tout ça. Les enfants sont couchés. Elle voulait aller se laver, mais elle regarde d'abord un épisode de sa série préférée, Novelas, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a regardé l'épisode de sa série. Je ne sais pas quelle série passait à l'époque. En tout cas, elle a regardé l'épisode de sa série. Et elle a décidé d'aller se laver. Au moment maintenant, elle voulait se laver. Genre, elle a déjà puisé l'eau, tout ça, là, il y a dans la douche. Elle veut enlever la serviette. Maintenant, tu vois, pour commencer à se laver, elle entend un bruit dans la chambre. Ah! Kofi! Elle appelle un garçon. Kofi! C'est comment là-bas? Ablavi! C'est comment? Kofi! Elle dit Kofi, elle entend comme des pièces qui tombent sur le sol. Ah! Ablavi! Kofi! Mon Dieu, elle ne comprend rien. Donc, elle sort de la douche. Quand elle arrive dans la chambre DMG, la tête des enfants est là. Mais le reste de leur corps s'est transformé en serpent. Quand tu dis là, c'est pourquoi j'ai cru l'histoire de Marina. Parce que aussi, dès que tu dis Kofi va vomir l'argent. Dès que tu dis Ablavi va vomir l'argent. La fille a crié, oh, venez. Tout le monde est sorti. Tout le quartier est sorti voir comment Ablavi et puis Kofi vomissaient l'argent. Dès que la mère est venue, est-ce qu'on a même cherché à comprendre le début, du milieu, du commencement, de la fin, de quoi que ce soit? Ils ont quand même mis les pneus sous le corps, ils ont mis le feu. Moi, ce que ma mère m'a raconté, je me suis dit, ah maman, à cause avec un simple akousa, qui va devenir serpent qui crache l'argent. Ah non, c'est Bollywood ou quoi? Je ne croyais pas. Je te promets que quand j'ai entendu l'histoire de Marina là, j'ai dit, ah, il y a quand même des similitudes. Le fait que quand on appelle la personne vomit l'argent, les similitudes du pays, les similitudes de l'état dans lequel la personne se trouve, non, c'est vrai. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait une dame qui était morte. Elle est une femme très riche. Elle était morte au Bénin, non, au Togo. Quand elle est morte, ses enfants ont nettoyé toute la maison jusqu'au grenier. Quand ils sont arrivés au grenier, ils ont aussi trouvé une de leurs cousines qui était morte, qui avait disparu. Qui était restée, qui était là aussi momifiée. Et quand ils ont crié son nom, elle a vomi l'argent. Et je pense que, quand on analyse bien, il faut que ce soit quelqu'un de leur sang. Si tu remarques bien dans chaque histoire, c'est toujours l'enfant de la petite sœur.
Dans l'histoire de Marina, c'était l'enfant de la petite sœur. Dans mon histoire, c'est l'enfant de Mhm. la petite sœur. Dans l'autre histoire aussi, c'était l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un de leur sang qui met dans cet état-là, soit il momifie, soit il les transforme en reptile. Et dès qu'ils disent le nom de la personne, donc ça doit être une secte précise qui doit faire ça. Si on analyse bien. C'est une secte qui doit faire ça. Donc, bon, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir-là. J'espère que je vais retrouver les commentaires sur le conseil. Mais vous savez, Oui. moi, je suis juriste et moi, j'aime bien la manière que DMG procède. On ne cite pas les noms, on est discret. Mais l'histoire du conseil, là, on ne peut pas poster ça parce que je n'ai pas beau demander, un, la permission au parti. Deux, ce n'est pas une petite personne. Donc, mon petit frère, moi, je t'encourage. Je ne peux jamais venir te raconter une histoire qui va te créer des problèmes. C'est pourquoi je te dis que ça, là, tu ne poses pas ça. Mais le reste, tout ce que j'ai raconté, là, faut poster, oh. Ça va servir D'accord. de Merci leçon. beaucoup, Tata Linda, pour les histoires. Ok. Bonne nuit. Allô, Zayo, bonsoir. Oui, en fait, j'ai une histoire à rencontrer. D'accord. J'ai la copine de ma maman qui avait des problèmes. Donc, je l'ai hébergée au que elle avait un mari de nuit. Donc, quand elle vivait chez moi, tous les jours, elle avait des griffures derrière son dos. Et oui, et elle me disait, ma fille, j'ai tout le temps des maris de nuit qui viennent coucher avec moi. Comme j'avais un duplex, je lui ai donné une chambre là-haut. Et à chaque fois, elle vient dire, ma fille, regarde, ils sont venus, ils ont couché avec moi, mais regarde les griffures qui sont derrière le dos. Elle ne pouvait pas garder enfant. Elle a fait jusqu'à 12 avortements parce que le mari de nuit refusait qu'elle faisait un bébé. Donc, chaque nuit, ils venaient. Chaque nuit, ces gens-là venaient dans la maison, ils couchaient avec elle. Et ça faisait tellement peur, j'avais peur. Hein. Et je dis à maman, ta copine, à chaque fois, elle a des griffures, elle parle des maris de nuit. Moi, j'ai des enfants, je ne sais pas, on fait comment là? Donc, moi, je priais. Je suis allée chez mon pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai une tante là qui est chez moi, faut prier pour elle. Elle dit, ma fille, je jette ton pasteur, laisse tomber. Il est petit devant moi. Il dit, ah, tante, toi aussi. Donc, je suis allée chez mon pasteur, le pasteur est venu prier. Le pasteur, il a parlé avec elle. Il dit, après l'église, il va venir prier pour elle. Donc, le jour, il est venu, on est quitté à l'église, il est venu prier. Elle dit, yo, je vois ton pasteur là-haut. Il n'a qu'à venir chez moi là-haut, dans ma chambre. Il va prier pour moi. Donc, ils sont montés là-haut. Et moi, je suis en bas. Et je vois tout d'un coup le pasteur qui descend, qui court. J'ai dit, mais pasteur, à quoi? Il dit, non, je ne prie plus pour elle. J'ai dit, elle dit, ma fille, je t'ai dit, il est petit. C'est pas, laisse tomber. Donc, la tante, là, un jour, je quitte au travail, je viens, elle a les yeux tout rouges comme ça. J'ai dit, tante, c'est quoi? Elle dit, on m'appelle au village là-bas. Il faut que je parte au village. Parce que j'ai 2 canards, elle est derrière jumeaux. Je ne sais pas comment on explique. C'est derrière jumeaux, elle est la 3e. Quand ils font des jumeaux, derrière elle, je ne sais pas si... Donc, elle doit adorer des fétiches. Donc, à Paris, tout ça, elle doit l'adorer, les fétiches. Donc, ça la réclame. Elle a des réclamations. Donc, ces réclamations, à chaque fois, la dame n'était pas tranquille. Elle m'a fait tellement pitié qu'un matin, elle s'est levée, elle a commencé à faire parler avec moi. Donc, je lui ai demandé, tanti, bon, c'est ça, il faut partir de chez moi. Donc, elle était fâchée, elle a pris toutes ses affaires, elle est partie. Et là même, ça m'a fait mal parce qu'elle était tellement gentille. Mais c'est le problème, un mari de nuit qui vient tout le temps coucher avec elle. Et après, elle a des griffures, elle a fait 12 avortements. Elle croise des bons gars, des policiers. Mais elle ne peut pas. 12 ans à Paris, elle n'a pas encore ses papiers. Elle me faisait trop pitié. Bon. Après, vous savez, quand quelqu'un a des maris de nuit qui viennent, ça commence, mon copain aussi a commencé à avoir des esprits tendus, il commence à faire des choses bizarres dans la maison. J'ai dit, tanti, pardon, faut partir. Et puis on s'est séparés, je ne l'ai jamais vu. Et c'était une copine à ma maman, c'est vraiment dommage. Depuis ce jour, je ne berge plus quelqu'un chez moi.
Donc voilà mon histoire. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. l'histoire. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi. Bon, ok. Bon, je vais quand même raconter une petite histoire mystique. Hein? Ok. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, je vais essayer. Euh, bon, c'est lorsque j'ai perdu ma maman, le 1er janvier 2010. J'ai perdu ma maman le 1er janvier 2010. Et après, c'était d'abord le 31 décembre. On est parti, on a laissé notre maman. Elle était bien portante. Bon, pas vraiment bien portante, mais elle était quand même alitée. Après, nous sommes partis fêter chez nos cousins. Et maintenant, le lendemain matin, la première femme de mon grand-père vient. Elle nous dit, elle est morte. Je pose la question, qui? Elle me dit, mais ta mère est morte? J'ai laissé les babouches, je suis partie. Je vois ma mère alitée avec la mousse à la bouche. C'est vraiment... en tout cas. Et après, un moment, peut-être après une semaine après, je vois le nom de ma maman écrit à l'école. Je peux dire le nom? Passerait en live, non? Je peux dire le nom de ma maman? Ok, vas-y, c'est ta maman. C'est pas comme si... Ouais. Je vois, c'est écrit Inès. J'ai dit Inès, je rappelle. Et vous savez, j'étais encore très petite lorsque j'ai perdu ma maman. Peut-être j'avais peut-être 7 ans comme ça. 7 ans, j'ai perdu ma maman. Et maintenant, je vois c'est écrit Inès. Moi, je vois directement un esprit qui rentre. Bon, en tout cas, je me sentais possédée, quoi. Je me sentais possédée. J'ai commencé à dire à mes camarades ce qu'ils ne fallait pas dire. Ce sont eux qui me l'ont dit. En fait, j'ai commencé à leur dire. Il y a comme une voix là. C'est pas. Ok. Attends, Attendez, voilà. Attendez, je vais me bloquer. Voilà. Ok, tu peux continuer, Prise. Et maintenant, j'ai commencé à dire à mes camarades ce qui se passe dans leur famille. Jusqu'à j'ai même vu la mort d'un petit garçon venir. Bon, je l'avais dit, vu que le petit garçon, il avait problème de genoux. Et maintenant, lorsque l'esprit de ma maman est entré en moi, je lui ai dit ça, que ta mort arrive. Bientôt, tu vas mourir. Et maintenant, le directeur de l'école, il m'appelle dans le bureau. Comme c'était un croyant, il m'appelle dans le bureau, il a prié, jusqu'à ce que l'esprit de ma mère sorte. Et vu que ma mère, elle vendait aussi du pain dans le même établissement, il commence à m'expliquer, en fait, ça ne sert à rien que tu viennes mettre, on dit comment en français, la peur, quoi. Ça ne sert à rien de venir troubler, de mettre le trouble, quoi, entre les camarades, parce que, en fait, ta maman, elle était un peu malade, tout ça. Alors, en fait, il m'expliquait beaucoup de choses. Je suis partie à la maison, j'ai raconté ça à ma grand-mère. Et le même soir, je vois ma mère à l'arbre. On avait un mongueuil. Et c'est là-bas là où on partait toujours s'y laver. Je vois ma mère, elle me dit, je dis ça en anglais comment? Oh, pardon, bref. Maintenant, je vois ma mère, elle me dit, viens. J'ai crié le nom de ma grand-mère, Victorine. Désolée, excusez-moi. J'ai crié le nom de ma grand-mère. C'est là où maman, elle a disparu. Et maintenant, depuis le village, on est quitté le village pour venir maintenant à Libreville en 2013. Lorsque nous sommes venus en 2013, maintenant, comme il n'y avait personne pour nous garder, et donc la famille paternelle de ma mère, comme il y avait des gens sont un peu bien placés dans notre famille, donc il y a certains d'entre nous, on s'est divisé, quoi. On s'est divisé, donc mes petits frères et moi, chacun est parti dans notre famille. Et après maintenant, c'est seulement les week-ends qu'on se retrouvait. Après, la dernière que notre maman elle a laissée, lorsqu'on s'est vu, elle m'a dit que Yaya, j'ai vu maman.
Maman m'a dit que ne t'inquiète pas, elle sera toujours là pour nous. J'ai dit, tu as vu maman, elle t'a dit ne t'inquiète pas. Et puis, lorsque ma petite soeur m'a dit ça, je me suis rendu compte que oui, ma mère nous protège toujours. Et je veux aussi souligner un petit trait. En effet, lorsque je me souviens, j'étais en 5e année, j'avais vu une dame, lorsque je rentrais toujours à midi des cours, j'avais vu une dame, elle était avec une robe blanche, elle était pieds nus, elle courait. Lorsque je la vois par la fenêtre, lorsque je sors pour voir, parce qu'elle avait tellement le visage de ma mère, lorsque je sors, je vois la femme, elle court. Mais quand je l'ai vue à 2 reprises, pendant 2 fois, je regarde toujours par la fenêtre, la dame, elle me regarde, elle ne court pas. Mais lorsque je sors, la dame, elle court. Donc là, j'avais vraiment peur. Et un jour, lorsqu'on se réunit chez notre grand-mère de le quartier de Nzayon, il y avait l'anniversaire là-bas. Et tout d'un coup, il y a eu une coupure. Nous, on était dans la chambre, on était entre enfants. Tu sais, quand il y a les... On a ça comme il y a les... il y a les réunions des grandes personnes, donc les enfants ont les mêmes côtés. On était dans la maison et tout d'un coup, on écoute quelqu'un qui cogne. Une personne qui cogne. On ouvre, il n'y a personne. À 2 reprises. La deuxième fois, lorsque c'est ma petite soeur qui ouvre, elle dit qu'elle a vu notre mère. On dit, maman Inès. Elle dit, Yaya, j'ai vu maman Inès. On dit, arrête l'histoire là parce que, en fait, quand on disait toujours aux grandes personnes que oui, elle est vraiment attachée à nous, oui, c'est vrai. En fait, lorsque on disait aux grandes personnes qu'on voit toujours notre mère, ces personnes-là disent de ne plus jamais dire ça. Que non, on a vu notre mère, et ce n'est pas bon. Mais moi, j'ai une conviction que notre mère, elle n'est pas morte comme ça, que quelqu'un l'a tuée. Moi, j'ai cette conviction-là que quelqu'un l'a tuée, quelqu'un a tué notre mère. Jusqu'à ce qu'un jour... Après, Ngozi, tu es nigérienne? Oui, je suis nigériane. Donc, ceux qui se moquent de son français en commentaire, là, sachez qu'elle n'est pas... Voilà, elle est nigérienne, vous comprenez pourquoi son français est comme ça. Ça ne sert à rien de rabaisser la personne qui raconte l'histoire. Bref. Ok. Et maintenant, je suis tombée en 2016. Je suis tombée gravement malade. Je vous dis que cette maladie-là, vraiment, ça ne voulait pas me lâcher. Tous les jours, je pars à l'école, je me réveille à l'hôpital. Je pars à l'école, je me réveille à l'hôpital parce que je tombais tout le temps. Je tombais tout le temps. On dit comment évanouie, hein? Évanouie, hein? On dit... En tout cas, bref, je tombais tout le temps évanouie, hein? Je tombais tout le temps évanouie. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit de dire en anglais, c'était par rapport à son nom. Non, merci beaucoup pour l'histoire. Après, tu es beaucoup distrait par les commentaires. Ici, on ne lit pas les commentaires quand on raconte l'histoire. D'accord, voilà, d'accord. Bon, après, en 2016, je tombe gravement malade. J'avais manque de sang. Ma bouche était devenue toute sèche. Vraiment, ma peau aussi était devenue toute blanche. Maintenant, comme on n'avait pas assez de moyens pour payer la clinique, j'étais à El Rafa. On n'avait pas assez de moyens pour payer la clinique, on nous a demandé de sortir. Lorsqu'on nous a demandé de sortir, il y avait un pasteur au niveau du pont, je peux dire l'endroit. Il y avait un pasteur au niveau du pont d'Akébé. Et maintenant, ce pasteur-là, lorsqu'il m'a amené, il m'a dit que c'était l'esprit de ma mère qui veut m'emmener parce que ma mère nous réclame, elle voit notre souffrance, elle voit comment on nous maltraite. Elle voit comment elle nous maltraite. Et puis, tout d'un coup, le pasteur, il dit à ma tante d'aller chercher. À l'époque, il y avait un petit jus qui s'appelle Vimto. Et le pasteur, il a dit à ma tante de me donner ça. Et quand il m'a donné ça, je me suis sentie maintenant, moi qui ne jouais pas, moi qui ne sortais pas, dès que ma tante m'a donné ce jus-là, moi qui ne mangeais pas, le lendemain matin, j'ai demandé à ma tante de me donner à manger. J'ai commencé à courir. J'ai commencé maintenant jusqu'à ce que, en fait, j'ai vu
Et, puis, et jusqu'à ce que l'esprit de notre mère nous a finalement lâchés. Et je voudrais aussi souligner que nous, on a été vraiment beaucoup maltraités, jusqu'à on dormait jusqu'au au sol avec, on dormait au sol avec nos petits frères là où les rats, si on n'a pas lavé les assiettes, on ne va pas manger, vraiment. Et puis, je sors vraiment de loin, je sors de loin. Donc là, c'est pour vous dire de vous attacher au Seigneur, c'est Dieu qui est fort. Il faut s'attacher au Seigneur, il faut pas vraiment s'attacher. Lorsque en fait, on perd un être proche, il faut pas qu'on s'attache vraiment, il faut pas qu'on pense trop, sinon, vraiment, c'est spirituel. Bon, so, good Merci night. beaucoup pour l'histoire Thank you. et mes condoléances. Tu racontes l'histoire, ton histoire a un truc un peu dramatique, mais tu racontes ça en riant. C'est ça qui rend le truc un peu bizarre. Parce que maintenant, même les gens, si tu avais raconté sans rire, sans rire, il y aura beaucoup plus de condoléances. C'est Ah, ça ne te rapporte rien. Mais tu racontes, mais tu ris seulement dans l'histoire. C'est pas non, bon. j'ai ri en fait, j'ai ri parce que, bon, ça remonte. C'est ça, moi, je peux rire, mais si je racontais ça, avant quand je racontais ça à mes amis, je pleurais. J'ai ri parce que, en fait, je me suis libérée de ça, parce que je ne pense plus, ça fait 14 ans, notre mère est morte. Ça fait 14 ans, ma mère est morte, et puis, je suis vraiment contente que je peux parler de ma mère sans pour autant pleurer. Donc, tu D'accord. voyais, à cause Sinon, de beaucoup ça, de j'ai force à ri. toi et vraiment, maintenant, tu es dans un pays francophone, n'est-ce pas? Oui, je suis au Gabon. Oui, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts, hein. Oui, Apprendre le merci. français aussi, c'est très important. Merci beaucoup pour ton histoire et du courage. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir DMG. On dit quoi? Je suis là et toi? Ah, Dieu merci. Depuis, ça fait pratiquement au moins 4 mois que je vous suis sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à raconter. Ça, il s'agit de mon père. Bon, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Et mon papa, il était au campement. Il avait son champ. Il était avec ses amis. Et tout le temps, il avait un ami. À chaque fois, quand ce monsieur venait voir mon papa, il se mettait à pleurer. J'en sais comme mon père était mort. Et maman lui disait, méfie-toi de ton ami. Il dit non, ça c'est pas un problème. À chaque fois qu'il venait voir mon papa, et un jour comme ça, il a invité mon papa pour aller boire. Et quand mon papa est descendu sur sa terrasse, il battait. Et puis il y a une grosse mouche qui est venue le taper au niveau du front. Et mon papa s'est mis à crier, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Maman ne comprenait pas. Elle dit, mais tu as quoi? Elle dit, non, ma tête me fait mal, qu'il y a une grosse mouche qui m'a tapé au niveau du front, mais ça me fait mal. Et il avait son manœuvre qui était là. Son manœuvre est venu. Et quand le monsieur est venu, il a dit à mon papa, laisse-moi voir. Et il a mis un médicament. Et quand il a mis le médicament, en frottant, c'est une pièce de 5 francs qui est sortie. Et quand la pièce de 5 francs est sortie, mon papa dit, waouh. Et son manœuvre lui a dit non. Je précise, ce manœuvre, c'est un lobby. C'est un lobby. Et son manœuvre lui a dit non. Ah, si cette pièce restait dans ta tête, tu allais mourir sur le champ. Et quand ils ont arrivé, mon papa s'est dirigé vers son ami. Et ils sont partis boire. Et il est revenu. Le monsieur était étonné. Mais là, le monsieur, il n'a pas arrêté. Il a continué. Un jour, mon papa qui était à l'église venait. Parce que le champ de mon papa en bordure de route, il y avait une mandarine qui donnait bien. Mon papa qui était à l'église, il venait, il regarde, le mandarine a séché un coup. Et il voit qu'il y avait un poulet noir qui est attaché dessus et un petit balai. Mon papa était étonné. Et sa femme lui a dit, méfie-toi de ton ami. Il lui a dit, je n'ai rien contre personne. Je ne garde pas rancune envers personne. Donc ce qu'il a fait, il n'a qu'à faire. À moins que Dieu lui permette ce qu'il fait qu'il puisse m'atteindre.
La mandarine a séché et c'est mort sur le champ. Mais la leçon que je vais tirer dans cette histoire, c'est pour dire que dans la vie, ne garde rancune envers personne. Parce que quand tu gardes rancune avec quelqu'un, tout ce qu'il va faire, ça va t'atteindre. Mais quand tu libères ton cœur et que tu n'as pas la haine envers tes ennemis, tout ce que la personne va faire, ça ne pourra jamais t'atteindre. Je précise, le monsieur est mort, mais mon papa vit encore aujourd'hui. Tu comprends? Et il nous a dit non, ne faites jamais du mal à quelqu'un. Même si quelqu'un vous fait du mal, mais dites dans votre cœur que c'est Dieu qui permet que cela vous arrive, mais ne gardez pas rancune avec ces personnes. C'était ma petite histoire. Merci beaucoup DMG et bonne continuation. Que Dieu t'aide. Merci. Merci à toi pour l'histoire, Pas Geneviève. de quoi. Merci. Bonsoir, l'homme de l'ombre. Hey, comment tu vas, DMG? Je vais bien, tonton, et toi? Ça va. Je salue tous nos abonnés. Comme j'étais venu, on a dit d'attendre que je revienne à minuit. Donc c'est pour ça que je suis parti, je suis revenu. Il paraît que je suis l'homme de pluie. Bon, ce soir, je voudrais te raconter l'histoire d'un monsieur qui est à la quête du pouvoir. C'est quelqu'un qui est né d'une famille de 6 enfants et leur père avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Donc, quand le papa est décédé, il s'est accaparé, vu qu'il est l'aîné, il s'est accaparé de tous les biens. Il avait commencé par vendre les biens de son père sans autorisation de ses autres frères. Il prenait l'argent pour aller faire la peine. Il prend l'argent, il mange. Mais dommage pour lui que dans ce qu'il faisait, il aimait beaucoup plus les femmes d'autrui. Il aimait beaucoup plus les femmes d'autrui. Quand lui prend l'argent, c'est pour aller chercher les femmes d'autrui. Ses frères ne pouvaient pas parler. Il était rentré même dans le contexte de draguer les femmes de ses frères. Hein. Déjà, il les envoûtait, puisqu'il a tué 2 parmi ses propres frères. Ils sont au nombre de 6, hein. Il a tué 2. Et de quelques-uns qui restent, il faisait en sorte qu'ils ne s'en sortent jamais, quoi, qu'ils n'aient pas une porte de sortie et tout. Donc, ça partait. Il vendait, il continuait. Personne ne pouvait parler dans la famille, parce que c'est quelqu'un qui a un très mauvais foie. Il est tellement dangereux que il peut te dire ouvertement que je te tue demain, il le fera. Il était à la quête du pouvoir. Mais à sa recherche de quête de pouvoir, là, il a commis 2 erreurs qui aujourd'hui l'ont ramené à rejoindre son défunt père. Le monsieur chez qui il allait chercher les pouvoirs, les puissances pour faire du mal aux gens. Il est tombé amoureuse de la femme de ce dernier, parce que le monsieur a 2 femmes. Et quand il partait, cette femme l'accueillait bien. C'est cette femme qui lui donnait de l'eau à boire, qui prenait soin de lui, tu sais. Quand un invité vient chez ton mari, voilà quoi, tu en prends soin. Et tout. Donc, il est tombé amoureux de celui qui lui donnait la possibilité. Il est tombé amoureux de la femme de celui qui lui donnait la possibilité de faire du mal à ses autres frères à la maison. Quand il a commencé par avoir ses ressentis pour le monsieur, un jour, il est venu chez le monsieur lui a dit, mais je suis en train de constater que tu es en train de tomber sur ma femme et je souhaiterais que tu évites ça parce que ça pourrait nous détruire. Et il a dit non, que c'est pas de l'amour, que c'est plutôt de l'estime, la façon dont la femme l'accueille et tout, que ça le plaît bien et tout. Je suis d'accord. Donc, en premier temps, il avait commencé pas mal parler de la femme à ce monsieur-là.
pour, genre, tu viens chez quelqu'un et c'est toi qui parles mal de sa femme. Alors qu'il n'était pas comme ça, hein. Mais comme il sait que la dame est sur le toit du monsieur, il pourra pas vraiment avoir la dame. À un moment donné, quand il vient, il parle, il dit, ah, j'ai constaté que ta femme fait ci, j'ai constaté que ta femme a fait ça, tout à l'heure, il faisait ça, elle faisait ci, elle faisait ça. Alors, le monsieur n'a jamais pris au sérieux ce qu'il disait. Un jour, le monsieur est allé raconter à sa femme que telle personne qui vient ici, voilà les choses qu'il dit. Toi, voilà ce qu'il m'a fait comprendre, que tu as fait ci devant lui, que tu as fait ça devant lui. Alors que la femme en question, donc il tombait amoureux du monsieur, c'était une sorcière. C'était cette femme-là que le monsieur envoyait dans les voyages nocturnes pour aller libérer les gens qui avaient un conflit avec la sorcellerie. Mais lui ne savait pas que c'était le messager nocturne du monsieur. Le marabout et sa femme se sont entendus de le piéger. Comme c'est toi qui viens à la quête de ta puissance, du pouvoir pour dominer des gens dans ta famille, c'est toi qui viens tomber amoureuse de ma femme. Ça, c'est déjà la première erreur. La deuxième, tu commences par mentir encore et dire des choses que tu n'as pas vues, qui ne sont pas concrètes sur ma femme. Et comme il aime les femmes, le monsieur et sa femme se sont entendus de lui tendre un piège et de lui mettre dans une mauvaise posture. Donc, c'est ainsi qu'un jour, il est revenu chez ce monsieur pour faire un pain, parce qu'à chaque fois qu'il allait faire du mal, tuer quelqu'un, par exemple, il venait se purifier gentiment chez le monsieur. Un jour, il est venu faire le pain et il est tombé sur une autre fille là. Il venait aussi régulièrement chez le monsieur, mais qui était aussi initié de la sorcellerie. Donc, il a commencé par fréquenter la fille. Il a commencé par fréquenter la fille, il a fait le nom de la fille, ça parlait et tout. Il a dragué la fille. Et comme de totem, la fille avait refusé que non, on se voit souvent chez le même père, donc on ne peut pas sortir ensemble, ce n'est pas trop bon pour nous. Il a insisté que non, que si, que ça. Un jour, il a essayé de transférer de l'argent à la fille, et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom de la fille. Il a pris le nom, il s'est rendu chez un autre monsieur, qui fait aussi le même travail que le précédent. Il dit à ce monsieur que, donc, je t'amène le nom de quelqu'un et je sais que je veux que tu le mettes dans la bouteille, qu'elle soit à moi, quoi qu'il va arriver. Et tous ceux qui vont se mettre à travers de ça, je veux que tu les supprimes. Ce dernier lui a dit que, le nom que tu as amené là, on peut pas vraiment te baser ce nom, hein. Est-ce que tu sais c'est qui? Il dit non, quand on soit qui il est, c'est une personne qui me plaît. Comme c'est une fille qui est jolie, et c'est une fille qui est intellectuelle, c'est une fille qui se croit intouchable. Elle pense que il n'y a pas quelque chose qui peut la dépasser. Donc, tu fais le boulot. Si tu me fais ça, je te promets un terrain. C'est ça que, déjà, il vend les terrains de son père. Donc, il ne donne pas l'argent à ses frères. Il dit, je te promets un terrain et de l'argent. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il prend le nom, il fait le boulot. Mais en vrai, la fille en question, donc il est cette fois-ci devenu très amoureux, est la nièce de la femme de son ancien marabout, qui a aussi initié dans la sorcellerie. Voilà, il a bassé la fille, sans savoir que la fille était une sorcière. Donc, lui qui recevait les petits médicaments dans le corps, pour être puissant, quand quelqu'un parle, il met les trucs dans la bouche pour maudire, il restait dans la nuit pour jeter des petites incantations aux gens, le voici prise au piège. La fille, puisque la fille savait que c'était là que ça allait finir, parce qu'il allait essayer de faire, et c'est eux qui l'ont conduit même jusqu'à ce qu'il ait fait ça. Donc, la fille a commencé par le fréquenter et tout. Et un jour, il a demandé à la fille de venir lui faire manger chez lui. La fille est venue, la fille a cuisiné, il était en train de manger. La fille a dit que, est-ce que tu sais que dans 26 jours exactement, on va te vendre? Il lui a dit ça, comme ça. Il dit, comment tu rigoles? On va me vendre, toi et qui? Il dit que, comme tu ne le sais pas, la femme de notre telle personne est ma tante. Donc, en vrai, je suis pas un client de la maison. Comme je suis aussi une personne qui envoie beaucoup en mission,
je viens, je suis rare. Et comme tu veux forcément qu'on soit ensemble, tu viens de briser le totem de la famille. On a décidé de vendre ton âme à l'un de nos esprits de la maison. Je dis non. De toute façon, vous ne pouvez rien contre moi. Est-ce que toi-même, tu sais que je suis allé te passer? Ils étaient en train de discuter, mais pour lui, c'est comme si j'étais en train de blaguer, quoi. Dans sa réflexion de rigoler, il a sorti la phrase aussi. Est-ce que tu sais que moi, je suis allé te passer? C'est là, la fille lui dit, je sais, tu es allé chez telle personne, il a fait tel boulot, tu lui as promis telle chose. Alors qu'elle n'était pas là. Comment elle sait ça? Puisqu'il avait un peu bu, donc il se disait peut-être que c'était sur l'effet de l'alcool. Le lendemain, maintenant, il réalise et il analyse que, ce que cette fille a dit ici est vraiment un problème. Il est retourné voir celui chez qui il a mené le nom de la fille. Est-ce que la fille que tu m'as passée est venue te voir? Je dis non. Il demande, mais comment elle sait que je suis venu te voir et que je t'ai promis de te donner un terrain et tout et tout? Monsieur dit, elle est censée savoir puisqu'elle est une sorcière. Elle est une grande sorcière. C'est pour ça, le jour où tu m'as amené son nom ici, je t'ai demandé si tu étais sûr que tu veux passer cette fille. Parce que si tu sais que tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi, elle est quasiment la mort qui va te tuer. Elle dit au monsieur, ok, je veux que tu fasses en sorte qu'elle meure. Sinon, ce que je t'ai promis, je ne tiendrai plus ma promesse. Monsieur lui dit, que tu tiennes ta promesse ou pas, tu vas mourir. Parce que moi-même, en question, à qui tu as confié le nom de cette fille, je suis dans la loge de cette sorcellerie-là. Donc, tu vois son problème, DMG. Tu es allé chercher la puissance chez quelqu'un. Tu tombes amoureuse de sa femme. Il t'écarte de là. Tu commences par mentir à ce dernier sur sa femme. Ok, on te tend une embuscade, tu tombes dedans. Tu tombes amoureuse maintenant d'une fille que tu as connue chez lui, sans savoir réellement qui est cette fille. Tu tombes amoureux de cette fille, c'est toi qui veux aller basser la fille pour que la fille t'aime, alors que tu ne connais rien concrètement de la fille. Tu vas basser la fille chez un autre sorcier, alors que la fille en question, c'est une sorcière. Il s'est retrouvé, grave, hein? il s'est retrouvé au milieu d'un moteur qui est en pleine 200 km/h. Comme c'est un monsieur qui a l'habitude de vendre des terrains de son père, bouffer l'argent tout seul, il se disait qu'il avait le pouvoir, que tout était permis, donc il allait s'en sortir. Jusqu'à là, il n'avait pas encore vraiment pris conscience qu'il courait dans un danger. Et l'embuscade qui lui était tendue, c'est qu'à chaque fois qu'il sort et qu'il va chez quelqu'un, qu'il tombe sur quelqu'un qui est dans le même cercle de la sorcellerie que eux. Dans cette fois-ci, il a quitté son village à Alada, puisqu'ils sont de Alada à ici. Il a quitté Alada et il est allé à Ouida, chez nous, dans la ville où il y a le temple de Python. Il est allé rencontrer un vieux là-bas et il est allé expliquer un peu son problème au Dieu. Il a dit, ok, ce qu'on va faire sur moi, on va dans la forêt. On va discuter là-bas. Arrivé dans la forêt là-bas, il y a un barbare. Le barbare, il n'avait pas d'espace. Le vieux reste devant le barbare, tape le barbare des 4 côtés et le barbare s'ouvre. Il rentre. Il est rentré, il a pris une chaise. Le vieux lui a donné une chaise, il s'est assis. Le vieux lui a donné à boire, il a bu. Il a dit, ok. Comme le problème que tu as amené, le problème en question était déjà ici. Le problème que toi-même tu m'as amené là, le problème déjà était ici. Il dit comment? Je dis, puisque tout le nom que tu viens de citer, c'est moi qui suis le supérieur. Et c'est ici, dans cette salle, qu'on fait la réunion. Donc, ton cas était déjà venu ici. La femme de ton premier marabout était déjà venue se plaindre que tu le draguais. C'est comme ça que le mari a su que tu cherchais sa femme. Et comme tu ne voulais pas faire demi-tour, on t'a donné telle personne. Et comme on sait que tu es persistant et que tu ne vas pas abandonner, on t'a conduit vers telle personne. Et comme on sait que tu vas finir, toujours pas chercher une solution, tu es venu à la base. Comme tu es venu ici maintenant et que tu m'as expliqué le problème, je vais t'aider. Tu vas épouser la fille, tu ne vas pas mourir. Mais à condition que, parce que le monsieur en question n'a pas eu la chance d'avoir des femmes.
C'est-à-dire, il n'a jamais su garder une femme sur son toit. Il avait qu'un seul enfant, c'était un garçon. Et presque tout l'argent qu'il avait trouvé en vendant le terrain de son père, les domaines, parce que le père avait de grands domaines, hein, des hectares de cocotiers et de palmis. Il dit, le seul enfant que tu as et sur qui tu as dépensé tout ton argent, c'est cet enfant que tu nous donnes. On cuisine ça ici au calme, on mange et tu manges avec nous, on lave les assiettes. Et tu pourras épouser la fille que tu es allé enfermer chez notre confrère et tu seras tranquille. Mais le jour que tu essayes de te séparer d'elle, il faut savoir que c'est ce même jour que tu vas mourir. C'est là qu'il a compris que ce n'est pas derrière tous les serpents qu'on court dans la forêt. Déjà là où il était avec le vieux, il pouvait même pas grogner parce qu'il ne sait même pas comment il est rentré dans un arbre. Il ne sait pas comment il est rentré dans un arbre. Lui, il se dit que les petits médicaments qu'on lui donnait pour manger, qu'il arrivait à faire du mal aux gens dans sa famille, le faisait déjà un tout puissant. Il se disait que voilà, il était invincible. Mais il ne savait pas que derrière le village, il y a encore un autre petit village. C'est là qu'il s'est écoulé complètement. Il dit, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité que tu me laisses aller réfléchir? Je dis, il n'y a pas de problème. On te laisse partir, mais il faut savoir que on te voit. On a les yeux sur toi. Partout où tu passes, on sait ce que tu diras, on saura ce que tu vas dire, ce que tu as fait, même ce que tu manges, on sait. Et il a quitté chez ce vieux, il est revenu chez lui à Alada. Comme ça qu'il a appelé l'un de, disons le Benjamin de la famille, il lui dit, bon, là où je suis, je ne sais plus si je vais vivre. Je ne sais plus si je vais m'en sortir parce que j'ai commis beaucoup de crimes. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Voilà les forfaits que j'ai commis. Voilà où j'ai fait ci, voilà où j'ai fait ça. Voilà les biens de notre papa que j'ai vendus, voilà ce qui reste. À partir d'aujourd'hui, je suis dans quelque chose où il se pourrait que je ne m'en sors pas. Mais si un jour, je ne suis plus parmi vous ici, ne cherche même pas à donner 1 mètre carré du reste des biens de notre père à mon fils. C'est comme ça qu'il a largué ce qui s'est passé à son petit frère Benjamin, le cadet de Benjamin de la famille. Le petit frère était dépassé. Parce que, voilà, le vieux qu'il allait voir lui a dit que pour qu'il s'en sorte et pour qu'il ne meure pas, le seul enfant, ce qu'il a dépensé tout l'argent des terres qu'il avait vendues et qu'il a envoyé en France, que c'est cet enfant qu'il allait donner en sacrifice chez eux. Ils allaient manger l'enfant ensemble, y compris lui, hein. Et quand ils vont finir de manger, c'est lui qui va laver les bols. Au cas où vous ne le savez pas, vous savez, quand les gens vont dans les réunions de la sorcellerie pour aller faire des fêtes, vous savez, c'est les feuilles de teck, là. Je ne sais pas si tu connais les feuilles des bois de teck. C'est ça qu'ils prennent pour faire des plats. Bon. Souvent, c'est des bois on prend pour faire des planchers de toiture. C'est souvent dans les villages, beaucoup comme ça. Des planchers de toiture. Et c'est des feuilles qui sont vastes. Parfois, voilà, quand vous payez les beignets dans les villages, vous allez voir qu'il y a une grande feuille dans laquelle on vous met les beignets comme ça, on couvre. C'est ça. Parce que c'est ça qu'ils prennent pour faire le plat. Parce que c'est la feuille la plus luxueuse. Et c'est une feuille, quand tu piles, ça sort toujours du liquide rouge. Comme si c'était du sang qui était dedans. Donc le vieux lui a dit que on va manger ton enfant ensemble. Hein. On finit, tu manges avec nous. C'est toi qui manges la tête. Tu finis, on finit, c'est toi qui laves les plats, tu ranges. Et le jour que tu vas essayer, ne serait-ce qu'une seule fois, de quitter cette fille, faut savoir que c'est ce jour que tu meurs. Et il a largué tout le problème à son petit frère. Il dit, ah, je sais que cette fois-ci, j'ai trouvé plus fort que moi. Je vais me battre, mais si je tombe, je te confie la charge de voilà. Remets telle partie de ce qui reste à telle personne. Remets telle partie de ce qui reste à telle personne. Donc, il avait demandé au vieux de lui donner 8 jours pour réfléchir. Le 8e jour est venu et il est allé chez le premier, chez qui il avait acquis beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui l'amenait dans les forêts pour lui faire les bains, pour lui mettre les médicaments dans le corps. Il est allé le voir pour dire, ok, je ne peux pas te donner mon enfant.
Mais comme si je ne le donne pas à mon enfant, c'est moi qui va mourir, je le fais mourir. Et ce dernier arrive fatigué, il dit, mais qui t'a même dit que ton enfant, là où il est, n'est pas déjà dans la corde. Là où tu es, ton enfant est déjà dans la corde. Il dit, viens, je te montre. Il tourne derrière la case du vieux. Il veut lui montrer un mouton qui est attaché. Il dit, c'est ton enfant qui est là. C'est ton enfant là qui est déjà là. L'enfant que tu dis que tu ne veux pas donner, là, le voici qui est là. Il dit, je vois une chèvre. Je lui dis, mais tu vois une chèvre, mais ce qui est dans la chèvre, tu ne connais pas. C'est ça. Si jamais, parce que la chèvre qu'on a attachée ici, on ne va pas lui donner à manger jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce qu'on te dit. Si tu ne le fais pas, que la chèvre meurt, ton enfant meurt parce qu'il est dedans. Il n'avait plus de porte de retour. Parce que déjà, il avait tellement déjà fait du mal dans sa propre famille que personne n'est prêt à l'aider. La seule personne chez qui il allait acquérir la puissance, voilà comment il a offensé la personne. Et voilà comment il a voulu diviser la famille de la personne. Il s'est creusé des trous dans lesquels il a mis lui-même ses propres pieds. Finalement, il dit, OK, faites vous-même un sort. Si c'est moi que vous voulez, si c'est mon enfant que vous voulez, prenez ce que vous voulez. Mais je ne veux plus que vous touchiez à un seul cheveu. Je ne veux pas que quelque chose arrive à un seul cheveu de mes frères qui restent. Parce que si je veux ou pas, je vais mourir ici dans cette histoire. Il a, je crois, après cette discussion, le même soir, quand il est revenu à la maison, il y a son fils unique qu'il appelle pour lui dire qu'il avait croisé un monsieur tout à l'heure qui avait noué un pain blanc et que le monsieur lui demande de rentrer parce que son père est décédé. Alors que le monsieur est encore vivant. Et le monsieur qu'il a vu, qui lui racontait que son père est décédé, était le même monsieur qui lui avait dit aussi que c'est son enfant qui était dans la chèvre. Quand le fils lui a dit ça, il dit au fils que, pour le moment encore, je suis vivant. Mais peut-être comme on t'a dit ça, rentre, on ne sait jamais. C'est le même soir, entre 0 qu'il a commencé par crier, et mon cœur, un peu comme si quelque chose le poignardait. Il a commencé par cracher du caillou de sang, jusqu'à ce qu'il est décédé. Et c'est cette même nuit, on a creusé un trou, et on l'a enterré. Après, ils ont fait cette cérémonie. Et ce petit frère qui a largué le problème de comment et du pourquoi il est décédé à son fils unique. Après le décès de son père, que le petit frère lui a largué le problème, il avait pris panique parce que quelque chose dans lequel le père est rentré et que lui ne savait rien. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait croire que je ne serai pas aussi, je ne vais pas partir aussi. Parce que c'est difficile. C'est comme ça qu'il a commencé par courir, il a aussi commencé par chercher sagement une protection, dans quoi il pouvait se mettre pour se protéger. Donc, c'est un peu ça l'histoire que je voulais vous raconter. Je vais vous dire une chose. Évitez 3 problèmes. Quand vous rentrez dans la maison d'un féticheur, d'un marabout pour aller chercher une solution, évitez de tomber amoureux de la fille, ce dernier. Évitez de tomber amoureuse de son fils. Encore, évitez que sa femme vous plaise ou vous intéresse. Et surtout, quand vous rentrez chez un féticheur, restez loin de leur femme, parce qu'ils ne s'amusent pas avec leur femme. Les premiers yeux, les premières oreilles d'un féticheur, c'est sa femme. La plupart des hautes initiés de la sorcellerie, ils ne font pas les voyages nocturnes eux-mêmes. Ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires. Oui, ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires. C'est des personnes qui sont plus débordées à la maison à faire des trucs la nuit, et pendant ça, c'est leurs femmes qui les représentent dans les réunions nocturnes. Ce monsieur, rien que par sa curiosité de goûter à la femme de la maison, alors que le dernier t'a dit que ne cherche pas une femme chez moi. Je ne veux pas que tu couches avec une femme chez moi. Voilà comment il est décidé. L'enfant, aujourd'hui, bon, il vient, il a fini par trouver une solution. Il dit, mais il n'a plus ce même étoile qu'il avait. Même quand vous allez quelque part pour une cérémonie, ou pour faire des rituels, que vous croisez une fille là-bas, fermez les yeux sur ça. Vous ne savez pas quelle est la place de cette fille, vous ne savez pas ce qu'elle est venue chercher, vous ne savez pas qui elle est. On dit une chose, hein, on ne vole jamais du sel là où on en achète.
J'ai un proverbe qui dit ça. Là où tu payes souvent du sel, là, ne vais jamais voler du sel là-bas. Sinon, tu auras un problème. Ta sauce sera toujours salée. Et ce n'est pas tout ce que quand on vous dit venez prendre la puissance, ce n'est pas forcément quand on vous donne une puissance, ce n'est pas forcément pour aller tuer. Le couteau, le couteau est capable, on peut prendre le couteau pour égorger. Mais pourtant, on prend ça pour couper du pain dans la cuisine. Ne dites pas que c'est la connaissance africaine, la sorcellerie qui est mauvaise. C'est celui à qui on a donné la sorcellerie qui prend ça pour faire du mal. Donc, c'était un peu ça l'histoire que je voulais relater. Après, je vais te raconter l'histoire du douanier sorcier aussi, qui mangeait ses camarades au service pour échelonner. Merci beaucoup pour l'histoire, tonton. Je t'en prie. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, on se dit à bientôt. Merci à tous les 547 000 likes, tous ceux qui ont tapoté, merci. Les partages, on a 273 partages. On a eu plus de 1400 personnes connectées. Merci à tous ceux qui ont partagé, mais tous ceux qui commentent toujours, tous ceux qui partagent toujours, tous ceux qui tapotent, la team de tapoteurs, merci à vous. On se prend demain à 12h sur YouTube, la page c'est DMG TV. Dorénavant, on va faire les directs tous les jours qu'on a programmé, c'est-à-dire mercredi, vendredi. Merci à vous. Donc, on se prend. Très bonne nuit à vous et surtout, priez avant de dormir.